Bonjour les amis, rebonjour, vous êtes toujours avec les Gilets jaunes constituant Île-de-France. On continue le live dans la voiture. Deuxième partie, le socialisme, les socialismes. Donc après les concepts, après l'historique, le proto-socialisme, le socialisme utopique avec surtout Proudhon qui a amené à l'anarchie et ses limitations. En tout cas du point de vue de Marx et d'Engels. On était au socialisme scientifique, justement, Marx, Engels, Lénine. Alors, peut-être revenir très rapidement sur Marx, Engels et Lénine. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? C'était des bourgeois, c'était des aristos, en tout cas pour Engels. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ce qui est vrai, c'est que ce ne sont pas des ouvriers au départ. Incontestablement, que ce soit Marx, Engels qui effectivement est issu d'une famille aristocratique allemande, Marx est allemand aussi, Lénine lui est russe, une famille plutôt aisée également. Il n'empêche qu'ils regardent la société dans laquelle ils vivent. Ils la regardent de manière avec, je dirais tout simplement, des instruments scientifiques, d'où d'ailleurs le nom de socialisme scientifique. Je précise quand même que Marx et Engels, en étant des philosophes, sorte de formation, vont justement essayer de concevoir une société bien plus juste et ils vont pour cela utiliser une méthode très simple qui est celle du matérialisme, de la dialectique d'une part et du matérialisme, c'est le matérialisme dialectique. Alors qu'est-ce que c'est que la dialectique, qu'est-ce que c'est que le matérialisme et qu'est-ce que c'est que la dialectique matérialiste? Alors bon, le matérialisme, il y a déjà un truc très simple, c'est de partir des conditions matérielles de l'existence. Puisqu'après tout, et nous le voyons aujourd'hui avec les Gilets jaunes, qu'est-ce que c'est que la révolte des Gilets jaunes si ce n'est qu'un mouvement qui au départ pose la question des conditions matérielles de l'existence, avec cette idée que c'est bien le matérialisme qui est le point central de l'existence et donc de la dynamique des sociétés humaines. Et puis, le principe de la dialectique est simple. On aime bien, surtout dans les scénarios hollywoodiens, opposer le gentil et le méchant, et bref, dire que une société est toujours binaire. Dans la dialectique, il y a quand même l'idée que les opposés s'attirent. S'attirent, ou du moins, à défaut de s'attirer, se nourrissent. Se nourrissent, il y a des contradictions, et finalement la dialectique, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui analyse sans cesse les contradictions de la société dans laquelle on vit. Pourquoi? Parce que c'est en travaillant et en s'appuyant sur les contradictions que l'on peut faire avancer la cause que l'on défend. Et la cause essentiellement, en l'occurrence ici matérialiste, celle de l'amélioration des conditions de vie, de travail, bref, de l'existence de l'être humain. Alors juste pour rebondir, c'est assez intéressant. Ils sont donc ouverts au dialogue, à la confrontation d'idées avec des personnes qui défendent des points de vue complètement opposés. Alors, ouvert au débat, évidemment. Après, on rentre dans un autre schéma quand il s'agit de, si j'ose dire, la conquête du pouvoir. Pourquoi? Parce que quand on veut prendre le pouvoir, eh bien, par définition, on va se heurter à ceux qui refusent que vos idées arrivent au pouvoir. Et c'est là où va se poser la question, que faire? D'ailleurs, Lénine pose cette question en 1902 dans un ouvrage célèbre. Que faire? Que faire pour prendre le pouvoir? Que faire pour réussir à arriver au pouvoir? Pour lui, la solution réside dans un parti qui est bien organisé, bien discipliné, qui pratique le centralisme démocratique que déjà les Jacobins avaient mis en place avec Robespierre. Et est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu du centralisme démocratique? Bien sûr qu'on peut en parler. L'idée est simple du centralisme démocratique. Il y a le démocratique et le centralisme. Les deux vont de pair. Lénine n'a jamais interdit les débats, en effet. Il n'interdit pas les débats dans le parti bolchevique au départ. D'ailleurs, quand on dit parti bolchevique, Lénine n'est pas membre d'abord du parti bolchevique. Il est membre du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, qui a été fondé en 1898. Et puis en 1903, au cours d'un congrès, justement, c'était le deuxième congrès, ce sont ce qu'on appelle les bolcheviks, ceux qui vont se rallier aux idées de Lénine, qui vont s'imposer. Le principe est simple, il y a un débat, la majorité gagne. Dans ce cas-là, tout le monde applique la décision qui a été prise. Pourquoi? Parce que la démocratie a agi et dès lors, tout le monde doit accepter, au nom de la discipline de parti, la décision prise pour faire avancer.
quitte à ce qu'à un congrès suivant, il y a un changement de ligne, et dans ce cas-là, ce sera le changement d'orientation. Alors, permets-moi juste Oui. de revenir là-dessus. Nous, en tant que Gilets jaunes de rond-point, là, on est à Montlhéry, on est à côté du rond-point, Oui. on est à côté du QG, où on fait toutes nos AG, etc. Quand on a, par exemple, 51% pour une décision et 49% contre, nous, honnêtement, on bloque et on ne veut pas exclure 49% des personnes Bien sûr, du choix. Évidemment. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir l'unanimité, ou au moins d'être le plus proche possible de l'unanimité, et que les personnes qui sont opposées à la très grande majorité aient un accès privilégié à l'explication et à la défense de leur thèse. Parce que justement, on estime, nous, qu'on est riche de nos différences, de nos différents points de vue. Et donc, comme on œuvre tous pour le bien commun, puisqu'on est gilets jaunes, sous la pluie, la neige, le soleil, le cagnard, etc., on n'a pas finalement à imposer, même si c'est à 55% ou 60%, et laisser 40% de l'AG, et des personnes présentes à l'AG, ne pas avoir leur mot à dire. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir cette unanimité. Alors c'est toujours impossible, parce qu'on peut toujours imaginer que déjà des gars vont être corrompus pour foutre la merde, etc. Mais le fait, c'est que si tu n'es pas d'accord avec le groupe, tu dois porter tes couilles et justement avoir tribune pour assumer après, par la suite, tes prises de position. Qu'est-ce que tu en penses? Alors là, c'est très, ça vient du terrain. Hein. Non, mais on n'avait pas réfléchi à la dialectique, à tout ça, le centralisme démocratique. Mais ce qui est intéressant, c'est faire ce lien avec l'histoire. Bien sûr. Pourquoi on est dans une voiture là, au lieu d'être au travail ou avec nos familles, etc. C'est quel est l'intérêt finalement de faire cette instruction? On apprend énormément de choses avec toi et encore on te remercie en tant que prof d'histoire, agrégé, etc. Mais pourquoi l'histoire est aussi importante? Pourquoi on dépense autant d'énergie avec toi aujourd'hui sur l'histoire? Pourquoi on veut savoir? Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Il est évident qu'un 51-49, c'est pas un 80-20. Je dis ça parce que très souvent, la réalité, c'est qu'au sein du Parti communiste, lorsque les décisions étaient prises, c'était souvent dans ces proportions-là. À 51-49, il est évident qu'il y a deux partis en quelque sorte. Mais ça n'a jamais été dans ces proportions. Et c'est en cela que le centralisme démocratique peut fonctionner dans cette logique. Ce qui n'interdit pas, je répète, l'existence d'un courant minoritaire. Le problème n'est pas qu'il y ait un courant minoritaire quelque part. Le vrai problème, c'est si ce courant minoritaire refuse la décision majoritaire. Il est là le vrai problème. Parce que le débat a eu lieu et il s'applique de manière démocratique. Encore une fois, en termes de proportion de chiffres, je suis d'accord. Comment faire pour faire passer une décision à 51-49 ? Mais c'est quasi impossible. Entre parenthèses, je signale que, puisqu'on peut faire un lien avec l'actualité, je signale que la discipline de parti, etc., la République En Marche la pratique. Elle n'hésite pas à virer, et alors elle vire directement, ceux qui, à un moment donné, osent voter contre un projet de loi en estimant que de toute façon, il y a eu discussion, ça j'en doute, mais enfin, allez, accordons-leur pour une fois le bénéfice du doute, et finalement, ils n'hésitent pas à se débarrasser, si j'ose dire, des éléments qui les auraient dérangés. Nous, c'est pas ça la logique. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une discipline de parti que le Parti communiste français a longtemps appliquée, pendant très longtemps, une fois que la décision avait été prise à la majorité, et je répète, la majorité, elle était rarement 51-49, elle était beaucoup plus importante que ça. Dans ces cas-là, une minorité existe, un courant minoritaire, qui n'est pas un courant d'opposition, c'est pas tout à fait la même chose, il peut le devenir. Et le problème, c'est si ça devient un courant d'opposition qui travaille contre l'intérêt de la majorité. C'est ça le vrai problème. Alors là, on arrive à une double problématique. D'une part, on est on est sur le socialisme scientifique, donc on est à la fin du 19e et début du 20e siècle. Déjà, pour ceux qui étaient dans l'opposition, qui votaient contre, il y avait aussi la possibilité de se faire tuer. Dans des périodes révolutionnaires, la vie humaine n'a pas le même prix. Donc déjà, il y a le fait de pouvoir assumer ou pas son opposition à la ligne directrice du parti ou du soviet.
la volonté de la majorité du soviet. Il y en a eu hein, des exécutions, des pelotons, Oui. etc. Ouais. Bon. Et puis, effectivement, c'est aussi une autre époque. C'est aussi une autre époque au niveau, j'allais dire, de l'éveil des consciences. Maintenant, avec Internet, on sait en temps réel ce qui se passe à l'autre bout de la planète. On pense au Chili, on pense, etc. Et on arrive finalement à faire circuler l'information, à aller creuser l'information, on pense au financement en particulier, beaucoup plus rapidement. Oui. Donc on est moins finalement dans l'homme providentiel, à attendre un homme providentiel. On sait très bien que l'homme ou la femme providentielle, on doit déjà le trouver en nous-mêmes. On doit monter de niveau, on doit devenir des véritables, non plus des consommateurs, mais des citoyens, à part entière. Ouais. Là, ça pose quand même une problématique intéressante. Donc là, socialisme scientifique, Marx, Engels. Quelle est la différence au niveau conceptuel entre Marx et Engels ? En toute sincérité, les deux, en tout cas, j'insiste sur un point, c'est que c'est vrai qu'on parle très souvent de Karl Marx comme étant le père du socialisme scientifique. Engels a beaucoup apporté sa contribution, ne serait-ce que dans l'un des textes les plus importants, le manifeste du Parti communiste, qui est d'ailleurs publié en 1848, année intéressante. C'est l'année où explose ce qu'on appelle le printemps des peuples, le moment où éclatent des révolutions dans l'ensemble de l'Europe, et des révolutions qui d'ailleurs vont servir de leçon pour Marx et Engels. La réalité, c'est qu'ils sont relativement complémentaires, il n'y a pas d'énormes différences, il y a pu y avoir des divergences sur certaines questions, mais pas centrales. Les deux analysent dans la même manière, avec les mêmes lunettes, ce qui se passe. Je me permets juste cette parenthèse de 1848. Vous allez voir pourquoi c'est intéressant. Parce qu'en 1848, lorsqu'éclatent des révolutions en France, dans les territoires italiens, dans les territoires allemands, on va accepter la révolution bourgeoise, encore une fois, c'est-à-dire celle où on va obtenir davantage de liberté politique, et surtout pour la bourgeoisie d'ailleurs essentiellement. Mais à partir du moment où les ouvriers, ou les petits paysans, encore que c'était surtout les ouvriers en l'occurrence, à partir du moment où les ouvriers vont commencer à jouer un rôle politique, on va s'en inquiéter. Et dès lors, on va écraser les révolutions. Et même la bourgeoisie, qui dans un premier temps acceptait la révolution, va rejoindre ce qu'on appelle le parti de l'ordre. On écrase les ouvriers, point barre. Marx et Engels en tireront d'importantes leçons, comme au moment de la Commune de Paris, dans la conception, tout au long de leur vie, du socialisme scientifique. Alors là, on est vraiment dans quelque chose d'ultra intéressant. Quelle est dans ce socialisme scientifique, quelle est la part de l'athéisme, de la lutte contre la foi, la lutte contre les églises et tout ce que ça a amené après en massacre, etc. en Russie. Est-ce que tu pourrais, en tant que prof d'histoire, nous éclairer là-dessus ? Est-ce que Marx, Engels, puis Lénine plus tard, étaient contre Dieu finalement, ou contre les religions, contre la foi? Enfin, quelle était leur vision là-dessus? Alors voilà, il y a un problème de vocabulaire déjà, il faut être très très clair là-dessus. D'abord, je précise une chose, c'est que Lénine en Russie grandit dans un régime, le régime tsariste, on l'oublie parfois, mais parce qu'on parle de la destruction d'églises orthodoxes sous l'URSS, notamment sous Staline, on oublie surtout que le régime tsariste, lui, pratiquait les pogroms vis-à-vis des juifs, par exemple, qu'il opprimait énormément les minorités ethniques, religieuses, notamment les juifs. Et je le signale en préambule, pourquoi ? Et ça, c'était en fait le début des vagues de migration des Juifs de Russie sur l'Amérique. Ah bah clairement. Et à New York. Clairement, parce que et elle fuit le régime tsariste, un régime tsariste qui est profondément antisémite. Alors, j'aimerais revenir sur quelque chose, parce que c'est vrai que Marx a parlé de l'opium du peuple. Mais quand il parle de l'opium du peuple, il parle des religions. C'est-à-dire l'institution. L'institution qui justement est d'abord complice, en fait, est allié au tsar, et qui veut contrôler l'ordre social, l'ordre politique de la Russie. Veut maintenir l'ordre politique entre les travailleurs, ceux qui prient, et puis les aristocrates, ceux qui ont combattu, enfin la noblesse
d'épée et puis qui est devenue la noblesse de robe, la bourgeoisie finalement, Tout à fait. qui a été remplacée. Tout à fait, parce que l'idée qui existe dans l'institution religieuse, je dis bien l'institution religieuse, c'est qu'il existe un ordre social et politique qui est en fait totalement naturel, puisque ça a été voulu par Dieu, en tout cas c'est le discours qui est tenu, et par conséquent c'est un discours terriblement dangereux justement pour les classes populaires, pour l'ensemble des paysans, pour l'ensemble des ouvriers, parce que ça sous-entend que dans le fond, elles sont condamnées dès leur naissance à vivre, à être ces prolétaires, ces classes ouvrières, ces paysans, et que leurs enfants et leurs petits-enfants auront le même sort, et que c'est normal. C'est normal parce que Dieu le veut. C'est en cela que Marx dénonce la religion comme opium du peuple. En revanche, il faut distinguer de la foi. La nécessité de croire en un avenir meilleur, en une espérance, c'est une dimension religieuse. Et si je dis ça, c'est parce que dans les années 30, par exemple en France, Maurice Thorez tend la main aux catholiques en expliquant qu'on a le droit de croire en Dieu, il n'y a pas de problème. Simplement, il ne faut pas que cette croyance en Dieu se transforme en un discours lénifiant, en un discours paralysant, avec des implications sociales et politiques sur Terre. Car on peut tout à fait, sur Terre, lutter pour transformer les conditions sociales et politiques dans un sens beaucoup plus juste, beaucoup plus égalitaire, et finalement continuer à croire en Dieu en espérant atteindre, pour ceux qui y croient, la vie éternelle après la mort. Mais alors, là, ça nous amène à deux choses, à la fois tout ce qui est prêtre ouvrier dans les années 70, 60, 70, 80 en France, où il y avait une sensibilité révolutionnaire de ces prêtres, et puis à l'Amérique latine. Alors, est-ce que tu pourrais un petit peu... Parce que là, finalement, on a une alliance à la fois de croyants et de révolutionnaires. Dans les années 1970, notamment 80, se développe ce qu'on a appelé la théologie de la libération en Amérique latine. C'est-à-dire des prêtres qui vont refuser... Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'institution religieuse, l'institution église, etc., en Amérique latine, comme à la fin du 19e, comme depuis toujours en fait, étaient alliés au régime en place. Alors, sauf qu'à l'époque, en Amérique latine, ce sont les dictatures militaires, les juntes militaires du Chili, et au gros Brésil. possédant... évidemment, voilà, c'est le triptyque, c'est le trio. C'est le capitalisme possédant, la bourgeoisie, l'aristocratie, l'armée et l'église. Il suffit qu'un de ces trois-là tombe, et dans ce cas-là, le régime est menacé. Donc l'Église avait tout intérêt, du fait de son alliance avec la bourgeoisie, l'aristocratie d'une part et l'armée d'autre part, à maintenir cet ordre-là. Sauf qu'il existait des évêques qui, justement, en partant de considérations qui touchent la foi, l'homme également, ce que doit être la dignité humaine, etc. Par exemple, Saint Matthieu, où il dit « Tu ne peux pas avoir deux maîtres, ou l'argent ou Dieu ». Et donc là, un petit clin d'œil à nos amis de la bourgeoisie, la bonne bourgeoisie française, qui vote pour Macron, pour leurs intérêts de classe, et qui se disent néanmoins catholiques. Mais clairement. Et justement, ces théologiens de la libération, ils ont été pourchassés, ils ont parfois été assassinés. Parmi les théologiens de la libération qu'on peut retrouver, je pense à Dom Helder Camara. Helder Camara, je ne me souviens plus exactement dans quel pays il se trouvait, mais en tout cas, c'était un des représentants de cette théologie de la libération des années 1970-1980 en Amérique latine. Et j'insiste parce qu'elle avait cette capacité, cette théologie de la libération, de mobilisation. Et puis on voit rien que le nom, la libération. Libérer l'homme, briser les chaînes. Brisons les chaînes. C'est exactement ce discours que l'on peut retrouver finalement dans l'accomplissement et l'épanouissement de l'homme. Mais j'insiste sur ce point, ne pas confondre la religion en tant qu'institution qui est là pour sauvegarder, maintenir, renforcer un ordre social et qui a donc une véritable influence et un rôle politique majeur. Il faut le signaler, on pourrait parler de l'histoire du Vatican, il y aurait beaucoup de choses à dire dessus. Et d'autre part, la foi, la croyance, l'espérance en un monde meilleur, en un avenir meilleur. Et bon, juste pour revenir très rapidement là-dessus, il y a toujours beaucoup de prêtres qui vivent dans des conditions très précaires. Rien que les exemples très médiatiques comme Mère Teresa.
etc. Donc là, ils appliquaient finalement, sur le terrain, finalement, les gens de bonne volonté qui travaillent au bien commun, qu'ils soient religieux ou qu'ils soient socialistes, scientifiques, finalement, se retrouvent avec un ennemi commun qui est l'exploitation de l'homme par l'homme. Je rappelle, puisque tu viens de parler de ceci, l'abbé Pierre n'était pas un communiste, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il a lancé un fameux appel à l'hiver 54 où justement il dénonçait les conditions inacceptables de logement en France. Il s'est battu pour cette cause-là. Alors après, il avait ses orientations politiques. Là n'est pas le problème. Mais très vite, il s'est positionné, et je pense de manière sincère, sur sa croyance dans cette défense en faveur justement des personnes pauvres, démunies, et notamment à l'époque sur la question du logement, parce que c'était un problème central. Et je rappelle que les bidonvilles étaient importants à l'époque. J'ajoute au passage que pour toutes les âmes naïves, ne pas croire qu'il n'y a plus de bidonvilles en France, hein. Il y en a encore aujourd'hui, y compris dans des villes comme Montpellier. Bon, mais passons. En tout cas, une chose est sûre, c'est vrai que sans avoir le même projet politique, sans avoir la même méthode politique aussi, puisque le socialisme scientifique, en effet, hein, c'est pas tout à fait la même chose que, par exemple, ce dont on parlait concernant les hommes de foi qui est impliqués dans la structure religieuse. Il n'empêche qu'on peut avoir la même volonté, effectivement, d'œuvrer, de contribuer pour le bien commun. Justement, tu parlais méthode. Les soviets, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que c'était? C'était des AG, c'était les ronds-points de l'époque, mais dans les usines. Pas que dans les usines d'ailleurs, parce qu'il existait des soviets de soldats, des soviets de paysans, des soviets d'ouvriers. La taille, elle différait en fonction de là où ça se trouvait. On pouvait trouver des soviets dans les campagnes, des soviets dans les grandes villes, hein, à Pétrograd par exemple, qui est l'un des cœurs de la révolution en 1917, des deux révolutions, hein, entre guillemets. Est-ce qu'on peut parler de deux? Il y a un processus révolutionnaire qui a lieu à partir de mars. Je dis mars parce qu'on dit, petite parenthèse, on dit la révolution de février en France, mais sauf que, en tout cas, c'est le nom de la révolution plutôt. C'était le mois de février en Russie à l'époque et le mois de mars en France. Il n'y avait pas le même calendrier, il y avait un écart de 12 jours, mais passons. En tout cas, une chose est sûre, cette révolution de février, qui a lieu donc en Russie, elle ouvre en fait la voie à un processus révolutionnaire au sein duquel les soviets jouent un rôle important. Ce sont ces conseils de paysans, de soldats, d'ouvriers qui se constituent dans les villes, dans les campagnes, qui effectivement veulent prendre le pouvoir. Il y a une formule d'ailleurs à un moment donné, tout le pouvoir aux soviets. Oui, alors attention, tout le pouvoir aux soviets, reste à savoir ensuite sur quelle base, pour aller vers quoi. Pour aller vers quoi? Il ne faut pas oublier que la Russie à ce moment-là est un État en guerre, et que les hommes qui prennent le pouvoir à ce moment-là, ceux que l'on va qualifier de mencheviks notamment, avec Kerensky à leur tête, eux veulent continuer la guerre. Pendant ce temps-là, Lénine appelle à quoi? Lui, il développe dans les thèses d'Avril la nécessité de justement arrêter la guerre. Et il a un programme très simple en 3 mots, en quelque sorte, si je dois le résumer. Pain, paix, terre. Et c'est à partir de ce mot d'ordre que les bolcheviks vont justement réussir à gagner à leur thèse en étant aussi dans les soviets. Il y a de tout dans les soviets. Et il y a des bolcheviks. Et le discours des bolcheviks passe. Il passe pain, paix, terre, ça parle aux gens. Oui, du pain pour vivre décemment. Oui, la paix parce qu'on ne veut plus de cette guerre, une guerre de capitalistes, hein, essentiellement. On pourrait reparler de ces choses-là. Schneider, etc. Clairement. Et puis, le partage des terres. Et j'ajoute une chose à propos des terres. Pour montrer, là aussi, contrairement à ce qu'on croit, que Lénine est loin d'être un sectariste. L'un des tout premiers décrets, effectivement, mis en œuvre par la Russie bolchevique, ça va être le partage des terres. Mais de quelles terres? Les terres de la grande propriété foncière et de l'Église. Les petits paysans qui possèdent la terre, prenez les tout premiers décrets des tout premiers jours du pouvoir bolchevique, on n'y touche pas. Mais alors, il y a eu quand même alors là, tu nous l'as expliqué un petit peu, parce qu'il y avait l'état de nécessité, c'était ça, la guerre. Oui. Mais il y a eu une centralisation. Il y avait les soviets, mais la centralisation au niveau du parti national, quitte à imposer par la force aux marins, aux soviets des marins de Kronstadt, la destruction pure et simple, quand ils voulaient s'émanciper et rester sur le mode plutôt libertaire, plutôt décentralisé et municipalisme libertaire, finalement anarchique. Une barricade n'a que 2 côtés.
Une barricade n'a que deux côtés. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que la Russie était en guerre civile, et j'ajoute en guerre internationale, je tiens quand même à le souligner parce qu'on l'oublie souvent. On fait croire que la guerre froide, ce qu'on appelle la guerre froide, ce n'est même pas une guerre froide, commence en 1947. En fait, elle commence en 1917. Dès que les bolcheviks prennent le pouvoir en Russie, les Français, les Anglais, les Américains, les Japonais et même les Allemands, après leur défaite le 11 novembre 1918, envoient des troupes pour soutenir ce qu'on appelle les Russes blancs, pour soutenir tous ceux qui ne veulent pas entendre parler des bolcheviks. On est dans une lutte à mort. C'est une lutte à mort. Et même l'histoire de ces 100 000 soldats tchèques qui se sont retrouvés à l'autre bout de la Sibérie, sur le transsibérien, à tenir des positions, etc. Et c'est là où il y a Joseph Kessel qui a fait un de ses premiers ouvrages, quand il était pilote engagé dans ces forces internationales qui soutenaient les tsaristes. Et j'ajoute que 14 pays en tout vont lancer justement des troupes pour intervenir contre cette Russie bolchevique. Et à un moment donné, la question est très simple. C'est une lutte à mort. C'est une lutte à mort. Donc dans une lutte à mort, il y a deux camps. Et si on souhaite que son camp gagne, il faut accepter parfois, effectivement, qu'à l'intérieur du camp, il y ait des compromis, qu'on ne puisse pas faire aboutir parfaitement le processus révolutionnaire à ce moment-là. Là, pour le coup, c'est ce que disait Lénine. C'est l'analyse concrète d'une situation concrète. On ne peut pas se laisser déborder par des mesures qui menacerait des alliés potentiels de la révolution bolchevique, sans quoi la révolution bolchevique explose. Et j'ajoute de ce point de vue que des agents qui peuvent être de l'extérieur, enfin des agents payés par l'extérieur pour pouvoir casser un mouvement révolutionnaire ou casser le communisme, c'est pas nouveau. Dois-je rappeler par exemple qu'en 1947, c'est la CIA qui a financé la création de forces ouvrières pour casser le mouvement syndical de la CGT, alors dominé justement par la logique communiste. Alors, là, on est sur un point extrêmement intéressant parce qu'on parle de révolution. Une barricade n'a que deux côtés. Et oui. Alors, en fait, c'est la fin justifie les moyens. D'un certain point de vue, la question étant... Mais là, on se perd, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Même si on a les meilleures des volontés, le bien commun, lutter contre l'égoïsme, abolir ces classes, arriver sur au niveau du paradis terrestre. Si on utilise les mêmes moyens que son ennemi, c'est-à-dire l'arbitraire, c'est-à-dire... Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire, quand on est dans le règne de l'arbitraire et de la violence, quand des gars peuvent débarquer nuit et jour chez toi pour t'amener au fin fond de la Sibérie ou te mettre une balle dans la nuque, là, c'est du fascisme, hein, voilà. Alors, est-ce qu'on se perd pas dans l'idéal en utilisant les mêmes moyens que l'ennemi? Grosso modo, je crois que c'était Sarkozy qui disait ça à l'époque, on va terroriser les terroristes. Mais alors, quand on terrorise les terroristes, on devient un terroriste soi-même. Alors, soyons clairs. Bon, déjà, le terme de fascisme est très spécifique à aussi une idéologie qui refuse l'héritage de la pensée, alors des Lumières, et notamment rousseauiste, j'insiste. Le fascisme, c'est de l'anti-Rousseau. Le fascisme, c'est de l'anti-égalité. Par définition, c'est l'inégalité de ce qu'il considère comme les races humaines, ce genre de choses. Je ne vais pas refaire un point là-dessus parce que c'est relativement connu. Mais je le signale parce que, à l'inverse, le marxisme-léninisme, c'est les Lumières. C'est la volonté de propager les idées de Rousseau. Et d'ailleurs, Lénine connaissait très bien Rousseau, Robespierre en particulier. Donc là, ce sont des choses différentes. Le fascisme est une idéologie qui met en avant la virilité, la volonté guerrière belliciste et cette volonté de faire triompher justement la violence et la force. Le communisme, c'est un discours qui appelle à une société paisible, pacifiée, harmonieuse, quelles que soient les origines ethniques, les origines religieuses, etc. Le problème pour mettre en place ce genre de société, c'est qu'il y a des gens qui défendent leurs intérêts, qui ne veulent pas en entendre parler et qui, justement, comme dans toute révolution, sont prêts à tout pour détruire cette révolution. Qui a voulu la guerre en 1792 ? Certainement pas Robespierre, ici opposé dans un célèbre discours de tout début janvier 1792. Personne n'aime les missionnaires armés. Personne. Et ça, c'est pas parce qu'on est contre la guerre ou contre la violence que si on est en situation, on ne va pas être obligé de l'utiliser. C'est une lutte à mort. Et lorsque Lénine et les révolutionnaires prennent le pouvoir, eh bien, les bolcheviks, à un moment donné, ils savent très bien ce qui les attend. Donc,
Le dilemme est très simple. Soit on tue, soit on est tué. C'est malheureux d'en arriver là, oui, mais encore une fois, c'est au nom de la construction, et je répète, d'une société à laquelle aspirent de nombreux citoyens en Russie à l'époque. Je répète qu'au sein des soviets, les idées des bolcheviks, avant que les bolcheviks ne prennent le pouvoir, se répandent de plus en plus. Alors, quand on dit bolchevique, qu'est-ce que tu entends derrière le mot bolchevique? Ah bah bolchevique, ça veut dire majoritaire en russe. En fait, ça veut dire majoritaire, et je reviens à ce que je disais, lors du congrès de 1903, il y a un débat pour savoir quelle est la stratégie, l'orientation du parti ouvrier social-démocrate de Russie, de l'époque, du POSDR. Il va avoir la majorité qui va s'imposer, les bolcheviks, derrière les idées de Lénine, c'est-à-dire la nécessité de construire un parti sur la base du centralisme démocratique qui va être une avant-garde pour le prolétariat afin de prendre le pouvoir, y compris par la Révolution. Et la Révolution, à l'époque, ça n'a pas trop changé d'ailleurs, au demeurant, ça se fait jamais seulement avec des fleurs. Hein. On pourrait préférer, mais bon, la réalité est comme ça. Et puis ce qu'on appelle les mencheviks, les minoritaires, qui eux, dans le fond, vont beaucoup plus insister sur les réformes immédiates, avec le risque, à force de faire des réformes, eh ben, on en oublierait l'essentiel. Changer l'ordre de la société dans laquelle on vit. Ça, les mencheviks, d'ailleurs, ils seront au pouvoir pendant la période, en gros, qui va vers l'été 1917, et ils continuent la guerre. Le peuple veut-il la guerre? Les gens ont faim? Eh ben, c'est pas grave, les mencheviks continuent la guerre. L'égalitarisme, on a une question de Yannick. L'égalitarisme, est-ce que c'est compatible avec la notion d'avant-garde révolutionnaire? Ah bah, encore une fois, moi, je ne défends pas la notion d'égalitarisme. Alors, qu'est-ce que l'égalitarisme? Alors, l'égalitarisme, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour prendre cet exemple-là. Dans une logique égalitariste pure, il y aurait l'idée, par exemple, je pense que beaucoup de personnes, sincèrement, le pensent que nous, en tant que communistes, nous réclamons l'égalité des salaires pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde aurait le même salaire. Alors, on doit juste se rappeler que toi, tu es communiste. Hein. Ah ben, je suis communiste. Moi, je suis communiste et je n'ai jamais dit ça. Et je ne le dis pas. Et j'ai même un scoop. En URSS, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, l'égalité absolue des salaires. Ça n'a jamais existé. Il peut être tout à fait logique qu'il y ait des écarts de salaire. Le problème, c'est pas tant qu'il y ait des écarts de salaire. Le problème est de savoir, un, dans quelle proportion existent ces écarts de salaire, et deux, surtout, que les salaires les plus puissants ne soient pas les seuls dès lors à avoir le vrai pouvoir de décision, que ce soit sur le plan politique, économique, etc. C'est en cela le véritable problème, c'est le pouvoir de décision. Et le principe d'égalité, c'est l'idée que malgré les écarts de salaire, malgré les différences qui existent, parce que oui, en effet, il existe des différences de tout point de vue, physique, voilà, etc. Mais malgré cela, il y a un principe de base qui est celui de l'égalité qui s'accomplit dans une démocratie. Et une démocratie, ça repose essentiellement sur ce principe de décision, de souveraineté. La souveraineté, quel que soit l'écart de salaire, et c'est exactement ce que disent les Gilets jaunes d'ailleurs. Ouais, bah nous sommes aussi dignes de décider. Nous avons également cette possibilité, nous, d'avoir le pouvoir et de décider. Décider pour nous-mêmes. Et la loi au-dessus des lois, bah, c'est la Constitution. Et ce n'est pas aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, mais au peuple d'écrire les règles du pouvoir de notre représentation politique. Alors, bah, sur le principe, je ne peux que dire oui. Après, toujours bien faire en sorte, et moi j'insiste là-dessus, ça renvoie au problème fondamental de la nature humaine. Moi, tout homme est faillible. Et moi, peut-être le premier. Je le reconnais volontiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une société où justement le principe d'égalité existe, eh bien ça veut dire qu'on doit être en mesure de pouvoir révoquer, s'il le faut, les hommes qui ont obtenu des responsabilités au pouvoir, et ces hommes-là doivent l'accepter. Pourquoi? Mandat révocatoire, mandat impératif. Voilà, ce genre de choses-là. Mais attention, il ne faut pas non plus tomber, j'ai envie de dire, il y a une limite également à ce que je viens de dire, tomber dans le risque de débordement qui en réalité menacerait les débordements un petit peu de style gauchiste, si j'ose dire. Il faut faire attention à ce genre aussi de situation. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire qu'il y aurait un émiettement, on pourrait plus être efficace du fait de débats incessants qui tourneraient en rond, de nivellement par le bas? Ça, c'est fondamental. Débattre, oui. Mais la politique, c'est pas que du débat. C'est de la décision, c'est de l'application de politique, c'est d'un certain point de vue une efficacité. Et
Le centralisme démocratique, c'est ça. C'est la volonté à la fois d'avoir du débat et en même temps d'appliquer une décision. Et je signale une chose, appliquer une décision non pas de manière uniforme, mais les modalités peuvent varier selon les endroits où on se trouve. Mais appliquer une décision qui a été acceptée par la grande majorité, parce que ce n'est pas du 51-49 de toute façon, très généralement, c'est très rare, sauf quand il y a une pseudo-élection présidentielle où on fait un découpage entre un type soi-disant de gauche et un type de droite. Mais la réalité, c'est que dans le centralisme démocratique, la décision s'applique à tous. Les modalités d'application, elles peuvent s'adapter au terrain, mais la décision majeure qui a été décidée, elle est la même pour tous parce qu'il y a eu débat avant et un vote qui a été organisé au préalable. D'accord. Ça, c'est intéressant, hein, parce que rien que nous, au niveau organisation locale, hein, c'est pas des soviets, c'est des AG, c'est des ronds-points. Bien sûr, bien sûr. Mais au niveau départemental, voire national, en tant que Gilets jaunes, on est confronté à ces réflexions. Mais c'est Entre à la fois une horizontalité qui est ressentie, qui est partagée, qui est voulue, etc. Il y a une solidarité, une fraternité extraordinaire qu'on a retrouvée dans ce combat d'émancipation. Et puis on a une nécessité de verticalité par rapport à l'efficacité. C'est-à-dire que quand il y a une opération qui se monte, il y a des responsables, il y a des gens qui prennent sur leur temps de vie, sur leur temps de travail, ils libèrent des jours, vraiment ils se sacrifient pour le bien commun. Et forcément, il y a des équipes, hein, c'est jamais une personne toute seule, mais ces personnes-là, après, ils sont en charge de l'opération. Ils coordonnent, ils sont responsables. Et quand il y a des pépins, parce que voilà, ça peut arriver aussi, des arrestations, des gens qui sont blessés, etc. Voilà, ils vivent avec, ils sont responsables de ça. Donc bon, après, on a, nous, un système sur Montlhéry, sur le rond-point de Montlhéry, qui est et avec les constituants du 91, qui est très liquide. En fait, une hiérarchie qui est en fonction des projets, en fonction des missions. Et c'est-à-dire qu'elle peut varier cette hiérarchie-là en fonction des objectifs à atteindre. Et c'est de la méritocratie, c'est ceux qui ont déjà fait leurs preuves, qui sont qui coordonnent, parce que finalement quand vous mettez soit votre vie en danger, parce qu'un péage d'autoroute en pleine nuit à ouvrir, c'est quand même voilà, c'est un peu tendu, ou vos libertés, ou les histoires d'amende, on n'a pas beaucoup d'argent. Autant mettre ça entre les mains de gars qui ont fait leurs preuves que de mecs qui viennent de nulle part et qui se réclament de je sais pas trop quoi et qui veulent imposer oui mais moi j'ai le droit aussi. T'as le droit aussi, monte là ton opération et puis on verra voilà quel type de fonctionnement va mieux marcher à la fin. Et donc finalement il y a à la fois ce principe de réalité et de très concret, parce que on est des travailleurs, on est on est dans le transport, on est dans la maçonnerie, on est dans la plomberie, on fait de la logistique, etc. Et nous savons très bien, moi je sais ce que c'est ça, je suis aussi les jaunes pour ça, parce que je suis certes professeur, donc c'est beaucoup moins difficile, encore que ça dépend où, à titre personnel, j'ai pas à me plaindre, mais je vois des collègues qui souffrent dans pas mal d'établissements, avec des cadences infernales, avec des problèmes avec les directions, parfois malheureusement aussi avec des parents d'élèves. Et j'insiste sur un point, ce que tu as dit. Le communisme, dans le fond, il y a 3 mots qui vont avec. La vertu, l'égalité et le travail. Le travail, et je rejoins ce que tu as dit, faire ses preuves. Il y a aussi cet élément-là. Le communisme, c'est travailler au bien commun, travailler déjà pour l'organisation du parti d'avant-garde en ce qui concerne le marxisme-léninisme, et puis travailler dans le sens œuvrer pour construire cette société communiste. Il n'est pas question, en effet, de partir sur un principe que, il suffit d'arriver comme ça, tranquillement, les mains dans les poches, et la révolution va arriver d'elle-même, et tout le monde va être communiste d'un coup. Non, il faut travailler. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et l'aspect méritocratique existe dans le fond, dans le communisme. Maurice Thorez a fait ses preuves. Il a dû faire ses preuves pour montrer qu'il pouvait être un dirigeant capable d'être à la tête du Parti communiste et pas tout seul, avec une direction. Il a fait ses preuves en tant que travailleur et puis au sein du parti, et progressivement il est monté. D'accord. Alors après, nous, au niveau Gilets jaunes,
on est très attaché, et je pense que c'est là la grande différence, avec les moyens de rétrocontrôle, de contrôle des flux d'argent, de transparence au niveau de tout ce qui est argent, et de transparence et de contrôle du travail des représentants, du travail des cadres, etc. Parce que maintenant, on a les outils pour le faire. Ouais. C'est-à-dire qu'un live Facebook ou un live YouTube est extrêmement efficace pour contrôler la comptabilité de n'importe quelle association et le travail de n'importe quel cadre ou salarié d'un groupe humain à partir de commissions tirées au sort parmi la base. Donc là, on a le tirage au sort, on a ces commissions pour auditer, et puis de façon bienveillante, hein, c'est pas l'inquisition, mais on sait que l'humain, bon, c'est riche l'humain, hein, mais bon, on est humain, voilà, donc on est corruptible. Faut être aussi, faut revenir un peu des rêveries, surtout gauchistes, hein, c'est-à-dire confondre les rêves et la réalité. L'humain est corruptible et généralement l'humain bouge pour son intérêt propre, malheureusement, trop souvent. Et on voit ceux qui mouillent le maillot dans les gilets jaunes. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent les gilets jaunes, hein. Ah, c'est bien, ils mettent quand ils y pensent, à mettre le gilet sur le. Mais quand on ouvre un péage, il y a eu une seule fois, quelqu'un s'est arrêté et nous a rejoints. 2 fois, une femme a apporté de l'eau, en fait, il faisait très chaud. Et une autre fois, c'était au milieu de la nuit, on était dans le 45. Et le gars s'est arrêté et s'est joint à nous. Mais 2 sur combien de milliers ou de centaines de bagnoles? Donc là, on arrive au concept d'avant-garde. Qu'est-ce que c'est que cette avant-garde révolutionnaire? Est-ce que les Gilets jaunes sont l'avant-garde révolutionnaire du peuple français pour un monde meilleur? Dans cette lutte contre l'égoïsme. Déjà, bon, tu as dit le mot central, l'égoïsme. Égoïsme qui est d'ailleurs, je tiens à le signaler, théorisé par ce qui est toujours présenté comme la merveille de l'économie, c'est-à-dire Adam Smith, Mandeville, tous ces libéraux. Le libéralisme, c'est l'égoïsme. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, ce sont eux-mêmes. On pourrait trouver des citations où ils parlent très clairement que ce qu'il faut, c'est être égoïste. C'est la somme des vices personnels qui font... Les vices privés font la vertu publique, et j'ajoute que celui qui utilise cette expression, c'est Bernard Mandeville, qui est un penseur néerlandais, et qui publie en 1714 La Fable des abeilles. C'est le diminutif de son œuvre, et derrière, c'est où les vices privés font la vertu publique. Les vices privés font la vertu publique. Moi, j'ajoute... là, on voit très clairement qu'on est dans l'anti-Rousseau. Alors c'est avant, parce que c'est en 1714, mais on voit très clairement l'opposition avec la volonté générale, avec le bien commun. Sous-entendu, soyez égoïste, ne pensez qu'à vous, et si tout le monde fait cela, la société sera gagnante. En fait, c'est une vision complètement faussée de la vie, parce qu'elle part du principe que tout le monde est gagnant quand tout le monde est égoïste. Pas du tout. L'économie n'est pas un jeu à somme positive, c'est un jeu à somme nulle. S'il y a des gagnants, il y a des perdants. C'est exactement, pour information, c'est comme au poker. Enfin, il y en a un qui va gagner et les autres vont perdre. Mais c'est évident. Et d'ailleurs, ça explique. Et quelque part, on a eu une traduction il y a un peu plus de 20 ans désormais de ce qu'on vient de dire. C'est le fameux concept foireux d'Alain Minc de mondialisation heureuse. Comme si tout le monde était gagnant. L'idée, par exemple, que l'ouvrier français serait gagnant parce qu'en fait, il va consommer des produits qui viennent de Chine et qui coûtent moins cher que s'ils les avaient fabriqués en France. Bien entendu, Alain Minc n'explique pas comment les travailleurs vont être exploités par les multinationales qui viennent s'installer en Chine. Bien sûr, Alain Minc ne va pas regarder que cette désindustrialisation qui frappe en France, elle a des conséquences sur le niveau de vie et sur la vie tout simplement des ouvriers. Pour lui, il n'y a que des gagnants. Tout le monde est gagnant. La réalité est que non. Et ça, c'est une vision profondément égoïste de la société. Celle contre laquelle se sont soulevés les Gilets jaunes. Et je tiens moi vraiment à féliciter ce mouvement que le PRCF a soutenu dès le 17 novembre 2018 évidemment, mais en diffusant des tracts avant, en élaborant des tracts déjà des jours avant en disant c'est un soulèvement profondément populaire, un soulèvement contre la vie chère, contre les taxes, contre tout ce qui détruit le niveau de vie et le quotidien de ces travailleurs. Des travailleurs dans différents domaines, quels qu'ils soient. Il n'y a pas que des ouvriers parmi les Gilets jaunes, on le sait parfaitement. Et alors, c'est une
conscientisation, d'une sorte d'avant-garde à l'heure actuelle, disons-le clairement, qui mène cette lutte des classes. Et j'ajoute une chose, ce n'est pas par hasard que le pouvoir a tant tremblé dans les premières semaines, lorsque les magasins des Champs-Élysées se sont fait attaquer. La propriété était attaquée. La grande peur de 1789, comme on l'appelle, les soulèvements des gueux, si j'ose dire, étaient là. Oui, la lutte des classes a ressurgi grâce aux Gilets jaunes, disons-le clairement. Alors, une lutte des classes peut-être un peu différente de celle du passé. Hein. Elle prend toujours des formes différentes, elle s'adapte à l'époque. Là, il y a beaucoup de personnes qui sont en retraite et pauvres, Bien en sûr. retraite, minimum vieillesse. Il y a beaucoup de femmes isolées, il y a beaucoup de précaires au niveau du travail. Il n'y a même plus de boulot, en fait. Là, on est sur la fin d'un cycle capitaliste. Donc, l'avant-garde révolutionnaire. Grosso modo, c'est ceux qui mouillent le maillot pour éveiller les consciences dans la masse de la population avec des effets de seuil, avec une accumulation. On est en temps ordinaire, il y a une accumulation de problèmes qui se font, qui ne sont pas résolus. Et cette avant-garde va se charger, tu me dis si je me plante, si je ne suis pas assez léniniste, cette avant-garde va se charger d'identifier, de décortiquer chaque problème et d'associer à chaque problème ceux qui sont à la source de ces problèmes, et puis les valets serviles qui servent la soupe à tout ça. On pense aux journalistes, aux éditocrates, à tous les médias de masse qui appartiennent à 8 ou 10 oligarques, qu'on était devant BFM, RMC, etc., enfin RTL, groupe Bertelsmann, etc., avec tout le mapping, toutes les cartes en fait des différentes succursales, le groupe Altis, ça passe par le Panama, la Hollande, enfin que des paradis fiscaux. Donc, il y a une avant-garde révolutionnaire qui fait le boulot, en fait qui se sacrifie pour le bien commun. Oh, clairement, hein, on peut parler de sacrifice. Donc là, c'est pas des gens qui sont égoïstes, hein, ils luttent voilà, sur leur temps de travail, de repos, de famille, tous ceux qui tiennent encore les ronds-points, tous ceux qui font du réseau, tous ceux qui font de l'aide, de l'entraide entre nous. Et puis, Et j'ajoute par rapport à ce que tu dis, que très souvent, de manière clandestine. Et c'est important, notamment déjà à la fin du 19e siècle en Russie. Lénine est un homme constamment recherché, et c'est pas le seul. C'est le cas de Staline, etc. Lénine a dû fuir par exemple en Suisse. Il n'avait pas le choix parce qu'il était recherché, il a été arrêté d'ailleurs, Staline a été arrêté, il y en a d'autres comme ça qui ont été arrêtés. C'est un combat quelque part qui met en péril la personne, disons-le clairement, ça le met en péril. C'est un combat pour la vie tout simplement. Alors, en France, il y a ce qui se passe au niveau des manifs, les éborgnements, les blessures graves, les gazages, etc. On a des collègues du 91 qui ont été touchés dans leur chair, hein, qui ont perdu des yeux, etc. Il y a aussi, d'un point de vue économique, c'est le matraquage avec les amendes. Les mecs, ils te balancent du 135 € à toutes les sauces. Ouais, je connais. Comment tu vois la suite des choses? Est-ce que pour toi, ce processus... Je reste persuadé. Quand on vit un moment, on peut toujours se dire ça va peut-être marquer l'histoire, etc. C'est ce qu'on a dit avec les Nuits debout, par exemple, en 2016. Bon. Moi, Nuit debout, je n'y croyais pas spécialement. Ça ne veut pas dire que je ne cherchais pas à m'y impliquer avec nos mots d'ordre à nous, marxistes-léninistes. S'y impliquer, comprenons bien. Pas dans le cœur du mouvement, mais en allant essayer de conscientiser, en jouant notre rôle d'avant-garde, en dépassant. Ah oui. Parce que d'un point de vue anthropologique, à Nuit debout, tu avais des gens qui étaient très loin des réalités du terrain. Il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient jamais soit tenu une truelle, une brouette, ou faire des livraisons voilà, en pleine nuit. On est clair. Hein. Et c'est en cela que nous sommes tout à fait d'accord. Et c'est d'ailleurs pour cela, accessoirement, que pour moi, de toute façon, ça allait très très rapidement s'évaporer. Bref, c'était de la rêverie de branleur. Oui, on peut le dire. Tu l'as dit. Alors que là, pour moi, les Gilets jaunes sont un mouvement dont on parlera historiquement. J'en suis convaincu. Parce que, encore une fois, si on fait la comparaison avec 2016, finalement, dans les médias, j'en entendais parler plutôt avec sympathie de ce mouvement de Nuit debout. Et je me méfie toujours lorsque les médias dominants parlent avec sympathie d'un mouvement. Les Gilets jaunes d'entrée ont été très rapides. Alors,
Trop rapidement pour dire, c'est vrai qu'il y a des travailleurs qui souffrent, etc. Mais globalement, on a eu droit à tout, aux antisémites, aux fascistes, aux je ne sais quoi. Bref, la volonté de décrédibiliser au maximum ce mouvement parce qu'il était profondément un mouvement populaire, sur des bases de dignité humaine, de revendication de justice sociale, de meilleures conditions de vie, de travail, etc. Et ça fait profondément peur. Et j'ajoute quand même, chose importante, parce que c'est aussi ça les Gilets jaunes, la revendication de la souveraineté, du pouvoir, de la souveraineté nationale et populaire. Et finalement, pour moi, les Gilets jaunes, je suis convaincu, sont un mouvement historique, parce qu'ils ont réintroduit un ferment de polarisation politique, sociale et économique dans le pays, que nous on attend, pour lequel on se bat depuis tant longtemps, et on voit surgir ce mouvement-là. Comment ne pas le soutenir? Une dernière petite aparté, parce qu'il faut qu'on revienne à notre plan, la social-démocratie vers la social-trahison. On va se régaler, mais juste pour revenir de l'intérêt de l'étude de l'histoire. Est-ce que l'histoire est un éternel recommencement? L'homme restant grosso modo la même ordure des siècles après les siècles. C'est compliqué. Oui, mais enfin à quelques exceptions près. Bon, il y avait Rousseau, etc. Bon, mais il y avait des gars qui payaient leurs factures EDF à l'Élysée. Bon, voilà. Bon, mais ça c'est quand même des exceptions. L'homme restant grosso modo le même. Est-ce que l'histoire est amenée à se répéter et est-ce qu'on peut trouver des pistes, des raccourcis, une efficacité dans l'étude des faits historiques pour éviter de reproduire des erreurs, des errements, grosso modo pour éviter le bain de sang. Parce que regarde ce qui se passe au Chili. Moi, il y a une formule que j'aime bien dire à mes élèves. Je dis souvent que l'histoire c'est finalement un éternel recommencement, mais qui ne se répète jamais. Ça peut paraître un petit peu contradictoire de dire ça. Éternel recommencement parce qu'en fait, on retrouve toujours des cycles, toujours les mêmes cycles. Ça, c'est vrai. Là, on vient de parler des Gilets jaunes, et avec lequel je signale un cycle avec lequel on peut faire une comparaison si on regarde 1789-93, 94 d'ailleurs, jusqu'à l'exécution de Robespierre, si on regarde 1917, très clairement, il y a des cycles historiques. Après, ils ne se répètent jamais de la même manière. Parce que les conditions sociales, diplomatiques et politiques, enfin tout ce que technologiques aussi, regarde Internet, sont très différentes. Donc ça ne peut pas être la même chose. En revanche, il est incontestable que l'histoire est une leçon de vie. Et moi j'aimerais juste souligner un truc, je dis souvent ça aussi à mes élèves. Je leur dis, vous savez, dans le fond, quand on aime l'histoire, c'est parce que on aime la vie humaine. On a envie de comprendre comment vivent les hommes, comment ils ont fait pour essayer d'améliorer leur situation, comment également il y a pu avoir d'autres qui, au contraire, ont défendu avant tout leurs intérêts pour leurs biens privés, personnels, égoïstes. L'égoïsme, on revient là-dessus. Toujours à ce mot qui est central. Le problème, et là, j'aimerais quand même, c'est vrai que tu disais, il n'y a pas tant d'hommes que ça, etc. Moi, j'aimerais insister sur Jean-Jacques Rousseau, parce que j'invite notamment à lire cet ouvrage de 1755 qui s'appelle « Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes ». Et qu'est-ce qu'il explique? Il explique le vrai problème, la source de toute inégalité au départ, c'est l'amour-propre, c'est-à-dire l'égoïsme dans le fond. Alors, ce qui est important, c'est égoïsme et égo. Alors, l'ego, l'amour-propre, l'ego aussi qui dérive aussi de l'amour-propre. Nous, en tout cas au rond-point, quand on est en AG, on dit qu'on était même d'accord là-dessus à l'unanimité, il ne faut pas le supprimer, mais il faut le mettre au service tout à fait. Du bien commun. Et si tout le monde gagne, on gagnera. Et si tu veux être le seul à gagner, à long terme, tu vas perdre. Enfin. En tout cas, quand tu es issu, on va dire, du mouvement dont nous sommes issus. Car les possédants, eux, par définition, profondément égoïstes. Les Rothschild, la question ne se pose même pas. Mais j'ajoute une chose, car c'est une vraie question que tu viens d'évoquer. C'est vrai que très souvent, le communisme, notamment les marxistes-léninistes, est considéré comme anti-liberté, comme celui qui va empêcher l'individu de s'accomplir. Ah non, ça n'a jamais été conçu comme ça, et d'ailleurs, accessoirement, je signale que Lénine était tellement capable de voir la situation pragmatiquement, que c'est lui qui, en 1921, a mis en place la nouvelle politique économique, la NEP, parce qu'il voyait bien que la Russie était sortie exsangue, que la Russie n'était pas en mesure encore à ce moment-là de passer au stade socialiste, et donc il accepte de réintroduire de la propriété privée, notamment pour les petits paysans. Bon, voilà. Pourquoi je dis ça?
Tout simplement pour dire que le communisme n'est pas un mouvement anti-liberté, au contraire. Et encore plus, je dirais, anti-individu. Il est pour l'épanouissement des individus, mais pas à n'importe quel prix, pas sous n'importe quelle forme. Si aujourd'hui l'épanouissement de l'individu est associé à l'égoïsme, mais c'est exactement l'inverse. C'est l'égoïsme qui empêche l'épanouissement de tous les individus. Et c'est la volonté générale, la recherche du bien commun qui permettra, comme tu le disais, aux individus de s'épanouir. Alors après, ça, on est sur la théorie, bien évidemment les amis. Vous savez qu'après, c'est les hommes qui mettent ça en pratique. C'est bien le... Donc ça foire. Non, pas toujours, pas toujours. Bon, ouais, mais bon, bref. Non. Ok, on va passer à la 6e partie, la social-démocratie. Alors là, c'est même pas dans la mise en application, c'est au niveau de la théorie. On est passé directement vers la social-trahison. Alors, on a plusieurs points. On a tout ce qui est la collaboration de classe. Donc, c'est socialistes qui finalement acceptent la lutte des classes puis décident de collaborer. Il y a aussi la collaboration dans la guerre, la collaboration dans la colonisation, la collaboration dans l'occupation allemande, et puis après la collaboration dans le néolibéralisme mondialiste, la grosse soupe européenne qui nous a été servie. Et alors là, gros dossier, parce que là, on touche maintenant aux socialistes les plus récents. On va commencer par Bernstein, au niveau de la collaboration de classe. Ouais. Alors, pour bien comprendre ça, en fait, encore une fois, à la base, le socialisme se veut le stade de transition vers le communisme, et c'est notamment comme ça que l'a formulé Marx avec Engels. Et puis, progressivement, alors ça nécessitait de se constituer en parti pour faire avancer la situation, notamment. Et puis progressivement, en Allemagne en particulier, c'est vrai qu'il y a un théoricien, Edward Bernstein, qui va considérer, qui va réviser, qui va pratiquer du révisionnisme, qui va dire, dans le fond, le capitalisme étant ce qu'il est, étant en position dominante, il va être très difficile de s'en débarrasser. Donc, que faire ? Ce qu'avait écrit Lénine en 1902. Mais alors lui, Bernstein, il dit avant, ce qu'il faut faire, c'est des réformes. Bon, des réformes, s'accommoder finalement de ce capitalisme et uniquement procéder par ça. Donc c'est de l'anti-Lénine. D'ailleurs, Lénine, justement, il va à juste titre considérer que c'est une pure et simple trahison. Cette trahison va déboucher sur l'existence. Alors, la social-démocratie, je répète, Lénine a d'abord été membre du Parti ouvrier social-démocrate de Russie. Donc la social-démocratie, dans un premier temps, c'était vraiment dans un sens marxiste. Mais progressivement, ça devient un sens révisionniste. C'est-à-dire, finalement, on va faire quelques accommodations avec le capital, mais on accepte, c'est-à-dire on se résigne. On se résigne et puis parfois on va jusqu'à collaborer. Et même très souvent jusqu'à collaborer. L'une des plus grosses trahisons, c'est la deuxième, c'est celle que tu évoquais, ça va être le fait que, alors que la menace révolutionnaire existe profondément en 1914, alors que les dirigeants bourgeois, aristocrates, militaires de l'Europe, et pas que de l'Europe, craignent vraiment le risque d'une révolution, à ce moment-là, il y avait des appels à la grève générale. Il faut bien reconnaître, disons-le, que les syndicats, à cette époque, avait une capacité de mobilisation aussi des travailleurs et que, rendons justice aussi de temps en temps, quand c'est l'histoire qui le démontre, que les anarchistes ont su également mobiliser des travailleurs pour appeler à la grève générale et à la révolte, ça a existé. Ah mais attends, c'était du syndicalisme révolutionnaire à l'époque. Tout à fait. C'était pas les sociotraites et ceux qui sont dans la négociation, la compromission perpétuelle. Évidemment. Et qui ne sont là que pour négocier la couleur des chaînes. Oui, sauf que d'ailleurs, au passage, j'en profite pour signaler que le responsable de la CGT, l'un des responsables majeurs était Léon Jouot, et c'est lui qui va signer, finalement, l'union sacrée, qui va accepter l'union sacrée, c'est-à-dire de faire passer les ouvriers, d'accepter que les ouvriers aillent se faire charcuter dans les tranchées. C'est ça qui va se passer. C'est qu'en Allemagne, avec Kautsky, essentiellement avec Karl Kautsky. En France, à l'appel de Léon Jouot, le 4 août 1914, aux obsèques de Jean Jaurès. Parce que Jean Jaurès était contre la guerre, profondément contre la guerre. Eh bien, il va avoir ce qu'on appelle ces sociotraîtres, double trahison. Non seulement il n'y aura pas de révolution, mais en plus, on va faire la guerre. Une guerre qui, en réalité, sert les intérêts de qui ? Mais des profits capitalistes, très clairement. Des petites gens, des pauvres qui vont se faire massacrer. Charcuter. Par d'autres pauvres.
Et d'ailleurs, je tiens à signaler à tous les auditeurs, puisque c'est aussi ça pour moi, les Gilets jaunes, c'est un mouvement d'éveil, de conscientisation très puissant, à tout point de vue, de volonté de comprendre ce qui se passe. Et ben, j'en profite pour signaler l'ouvrage d'un historien belge qui s'appelle Jacques Pauwels, Pauwels, et qui a publié en 2014 l'ouvrage suivant, 1914-1918, La Grande Guerre des classes, et qui permet de bien démontrer comment il y a cette volonté de la part des élites dirigeantes qui ont profondément peur d'écraser les mouvements révolutionnaires en les entraînant se faire charcuter et finalement en agissant contrairement à l'idéal qui avait été énoncé par Marx en 1948. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Et ben là, ça va être charcutez-vous et les sociotraîtres vont accepter de voter les crédits de guerre en France, en Allemagne, pas seulement d'ailleurs. Et alors, justement, pour aller dans ton sens, pendant la Grande Guerre, il y a eu des scènes de fraternisation entre soldats anglais et allemands, ça a existé. Français et allemands, sur, par exemple, Noël, où les mecs étaient tellement à bout et voyaient l'absurdité de cette boucherie enlisée dans les cadavres et la boue et les rats, qu'il y a eu ces fraternisations. Il y a eu aussi des mutineries. Eh oui. Et oui, elles ont existé. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'a lieu la révolution russe. Ça part de mutineries aussi. Ça part de mutineries de soldats russes qui n'en peuvent plus. Ces soldats sont souvent des paysans d'ailleurs, des personnes qui aimeraient, qui ne sont pas partis à fleur au fusil, contrairement à la légende. En 1914, les populations, elles sont comme nous, elles n'ont pas envie de mourir à la guerre. Pourquoi aller mourir à la guerre? Mais bon, il n'y a pas le choix parce qu'elles vont être prises dans un délire collectif en faisant croire en plus que la guerre sera courte, fraîche et joyeuse. Mais passons. Mais ce qui est intéressant, c'est que, moi j'insiste là-dessus, il y a eu effectivement des scènes de fraternisation, il y a eu des mutineries, il y a eu des grèves, il y a eu des révoltes, notamment pendant l'année 1917, mais ça existait avant. Et puis il y a eu aussi des socialistes qui ne sont pas encore, si, ils sont communistes hein, finalement, comme Lénine. Qui dit quoi, Lénine? Mais la guerre est une trahison. Kautsky en Allemagne est une trahison, c'est un social chauvin. La réalité, c'est que ce qu'il faut, c'est exploiter désormais qu'on est en guerre. Lénine réfléchit toujours de manière concrète sur la situation concrète. Et en pleine guerre, il va dire quoi? Mais exploitons maintenant les contradictions de la guerre, exploitons le fait que la guerre provoque, accentue les crises au sein des États, pour pouvoir mener la révolution. C'est ce qu'on a appelé le défaitisme révolutionnaire. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Russie. Les soldats qui étaient à bout, qui n'en pouvaient plus, ont commencé à faire défection. Le régime tsariste s'est progressivement ainsi écroulé et la révolution a pu advenir en Russie. Et ce qui se passe en Russie fait peur. Et si ça arrivait dans le reste de l'Europe? Eh ben, il faut savoir qu'en Allemagne, en 1918, c'est ce qui aurait pu arriver. Les spartakistes, les conseils ouvriers s'étaient formés en Allemagne, à Kiel par exemple, hein, dans le nord de l'Allemagne. Il y avait des conseils d'ouvriers, il y avait les spartakistes qui poussaient justement à en finir avec la guerre. Et la République a été proclamée le 9 novembre 1918. Et par qui? Par les sociotraîtres qui ont voulu devancer les spartakistes et empêcher que l'Allemagne bascule justement dans une république spartakiste en quelque sorte. Donc là, dans la suite de cette sociale trahison, de la social-démocratie, on a l'épisode de la colonisation. Ouais. Alors pour la colonisation, ce qui est intéressant, la colonisation, elle est justifiée au nom de plusieurs objectifs. Économiques évidemment. Il y a des matières premières, il y a de la chair humaine, on peut faire des investissements, ce sont des marchés protégés quand on veut aller exporter nos petits, je sais pas, notre textile, notre vin, ce que vous voulez. Bon, il y a ces arguments économiques, bon. Il y a l'argument stratégique, géopolitique, pouvoir contrôler des territoires utiles pour la flotte, si jamais il y a des conflits, etc. Et puis, il y a un argument auquel est sensible une partie de la gauche socialiste. Pas seulement, il y a aussi une partie des radicaux de gauche, pas tous, il faut le dire, mais une partie, qui considère que dans le fond, il s'agit aussi d'apporter les lumières à des peuples qui dans le fond sont inférieurs. Parce qu'il y a un petit peu cette idée. Ce n'est pas Jaurès qui est dans cette logique-là, mais une partie des socialistes le sont. Et donc cette idée que dès lors, la colonisation peut se justifier dans un objectif civilisationnel.
Cet objectif civilisationnel qui, en fait, encore une fois, apparaît comme une idiotie utile, si j'ose dire, pour reprendre une expression qu'utilisait également Lénine, c'est-à-dire une idiotie utile au service de quoi? De l'impérialisme, de la domination, de l'écrasement, de l'exploitation. Concrètement, c'est ça. Et puis cette idée, encore une fois, que la colonisation, elle s'effectue parce que il y aurait une supériorité présumée, on ne sait pas d'où, de la civilisation française, allemande, italienne, anglaise ou que sais-je encore, sur le reste du monde. Apporter la modernité, le Oui. modernisme. Oui, en quelque sorte. Et d'ailleurs, les populations locales ont pu s'apercevoir en quoi ça retournait, cette modernité. Je précise quand même une chose. Encore une fois, ce ne sont pas tous les socialistes. Et surtout, comme le Parti communiste français a été fondé en 1920, à l'époque, ça s'appelait la section française de l'Internationale communiste. Elle a été fondée au congrès de Tours de décembre 1920. D'ailleurs, l'année prochaine, ce sera le centenaire de la fondation du Parti communiste, de la SFIC. Cette SFIC, tout comme Lénine, tout comme les bolcheviks, donc les spartakistes, très vite, eux, ont pris position contre la colonisation. Très clairement, au nom du principe de l'égalité des peuples, notamment, et de la libération de l'exploitation de l'homme par l'homme. Alors, on va continuer on continue la suite de la social-démocratie, Oui. toujours vers la trahison. Là, c'était la collaboration avec l'occupation allemande. Et oui. Tu as des noms? Oh oui. Alors, on va parler SFIO, ancêtre du Parti socialiste. Tout à fait. Alors, je précise que la SFIO avait été fondée en avril 1905. C'est Jean Jaurès qui en est devenu la tête au départ. Et puis après la guerre, après 1918, la SFIO, qui donc déjà avait trahi en 1914 pour voter les crédits de guerre, la SFIO va devenir en quelque sorte un adversaire, si ce n'est un ennemi du Parti communiste. C'est normal parce que la SFIO se veut marxiste en parole, mais réformiste en pratique. Ça explique pourquoi, d'ailleurs, il y a eu d'importantes tensions jusqu'à la mise en place des fronts populaires. Les fronts populaires, c'était la prise de conscience que face au péril Hitler-Mussolini, il fallait unir l'ensemble des forces de gauche, mais pas seulement, Torres tend la main aux catholiques. Donc je veux dire avec aussi des gens de droite antifascistes, ça existe. Eh bien l'idée c'était de pouvoir composer un front populaire face à la montée de ce danger. Seulement voilà, au sein de la SFIO, eh ben, là encore une barricade n'a que deux côtés. Il fallait choisir son camp, antifasciste ou anticommuniste. Eh ben, l'anticommunisme parfois était plus fort que l'antifascisme au sein de la SFIO. Demandez à Paul Faure, le numéro 2 de la SFIO. Paul Faure qui a applaudi des deux mains les accords de Munich au cours desquels la France et le Royaume-Uni ont lâchement abandonné la région des Sudètes qui appartenait à l'ouest de la Tchécoslovaquie et qui l'ont offert à l'Allemagne nazie, qui s'est ainsi renforcée. Eh ben Paul Faure, lui, il approuve les accords de Munich au nom de la paix. Ah bah oui, on va faire la paix avec Adolf Hitler. Et d'ailleurs, il l'a très bien appliqué à sa façon, Adolf Hitler, la paix, on l'a vu. Paul Faure, qui au passage est antisémite vis-à-vis de Léon Blum. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que cet anticommunisme primaire est tellement plus puissant au sein de la SFIO, chez un certain nombre de cadres, et pas que de cadres d'ailleurs, qui vont préférer la collaboration à la résistance, tout simplement, par haine du bolchevisme, par haine du communisme, et puis aussi parce que, ils peuvent avoir personnellement quelques intérêts économiques bien placés. Alors, il y a beaucoup de députés socialistes qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain. Alors, concernant les pleins pouvoirs à Pétain, je précise qu'ils ont été adoptés le 10 juillet 1940, ces pleins pouvoirs. À cette époque, il n'y a pas de communistes au Parlement, donc à la Chambre des députés et au Sénat, tout simplement parce que le Parti communiste, on l'oublie souvent, est clandestin depuis septembre 1939, car c'est la Troisième République qui a rendu clandestin le Parti communiste. Alors, il n'y a pas de communistes. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Bien sûr que je peux l'expliquer, parce que le Parti communiste a été accusé de trahison à la suite de la signature du pacte de non-agression, et j'insiste sur le terme de non-agression, germano-soviétique. J'insiste d'autant plus dessus que j'en profite pour signaler une chose, c'est que le 19 septembre dernier, le Parlement européen a adopté une résolution
officiellement donc en mémoire des victimes des guerres, que sais-je encore, qui en fait met sur le même plan le nazisme et le communisme, avec criminalisation du communisme. Et je signale que pour toutes celles et tous ceux qui aiment bien porter de temps en temps un t-shirt à l'effigie de Guevara, ou alors avec une faucille, un marteau, etc., dites-vous que bientôt ça pourrait devenir légalement un délit, voire un crime en France. Car c'est exactement l'objet de cette résolution du 19 septembre dernier, qui a bien sûr été votée par exemple par M. Yannick Jadot, par M. Raphaël Glucksmann. Ce n'est pas une surprise d'ailleurs quand on sait qui sont ces personnes-là, sans compter bien sûr les personnes de la droite du Rassemblement national, etc. Mais je le signale parce que fondamentalement, à partir du moment où il y a ce pacte de non-agression germano-soviétique le 23 août 1939, le Parti communiste va être considéré comme un parti traître, déjà pas très apprécié, c'est moins qu'on puisse dire, surtout par les dirigeants capitalistes et politiques à l'époque en France. Et le Parti communiste va donc devenir clandestin, parce que ce que dit l'URSS à ce moment-là, c'est bon, finalement, ça va être une guerre entre impérialismes. Voilà, nous on ne se mêle pas de ça. L'Allemagne nazie attaque la Pologne. Puis ensuite, l'Allemagne est en guerre avec la France et le Royaume-Uni, et le Parti communiste est rendu responsable de cette situation. Alors évidemment, c'est oublier que l'URSS, elle, en réalité, elle est consciente de ce qu'est l'Allemagne nazie. On ne parle jamais d'autre pacte de non-agression qu'a signé l'Allemagne nazie et qu'elle n'a jamais respecté. Comme avec la Pologne en janvier 1934. Un pacte de non-agression valable pour 25 ans. 5 ans après, l'Allemagne attaque la Pologne. Ouais. D'accord. Donc, il y avait des Paul Faure, numéro 2 de la SFIO, il y avait François Chassaigne. Un député SFIO. Mais il y avait aussi des gars de la CGT. Eh oui. Il y a eu René Belin, qui je ne sais plus s'il était numéro 1 ou numéro 2 de la CGT, en tout cas il était dans la direction nationale. René Belin qui s'est retrouvé en charge du travail sous le régime de Vichy. Voilà. En gros, il a mis en place, il a détruit les syndicats. Je rappelle que le régime de Vichy avait interdit les syndicats. Alors, encore une fois, au passage, quand on parle de syndicalisme, je peux comprendre qu'aujourd'hui, ça suscite des critiques. Je sais que les syndicats n'ont pas toujours bonne presse, c'est normal parce que ils ne sont pas dans une logique forcément de classe et de masse. Mais je signale qu'au sein de la CGT, à l'époque déjà, il y a beaucoup de résistants au niveau des bases. Mais par contre, c'est comme maintenant, parmi la base est gilet jaune. Mais voilà, il est là le problème fondamental. Et d'ailleurs, c'est toujours la trahison des clercs, la trahison de ceux qui, de ceux qui trempent dans la soupe, finalement sont dans une logique de collaboration de classe et non de lutte des classes. Gamelle. Alors, on va parler maintenant de Mitterrand, parce que. Alors Mitterrand, lui, n'était pas officiellement socialiste à l'époque. Non, oui, il n'était pas du tout. Mitterrand. Il était préfet de. Non, Mitterrand, il a été fait prisonnier à la guerre. Il vient d'une famille de l'ouest de la France. Il est né à Jarnac, dans l'ouest de la France. Il est clairement de droite, disons-le. Il est de droite, conservatrice. Il est fondamentalement anticommuniste. À tel point qu'il a même milité aux Croix de Feu de Delaroque pendant 3 ans, mais passons. Et puis après il y a la guerre, il est fait prisonnier. Et puis il va être à Vichy. Alors il n'en a jamais été très très fier, il ne s'est pas trop étendu dessus. Il a reçu la Francisque, non ? Tout à fait, en mai 1943, une sorte de Légion d'honneur version Vichy. Alors pour avoir la Francisque, il fallait vraiment avoir servi quand même le régime. Donc, mais il était quoi au niveau du régime de Vichy ? Il était préfet ? Non, il travaillait au sein d'un bureau qui était en charge d'essayer de faire revenir les prisonniers de guerre. Accessoirement, c'est un réseau qui joue un rôle non négligeable dans sa carrière politique. Mais il était en charge de ceci. Alors, il expliquera qu'il menait double jeu, qu'il mène des actes de résistance contre les Allemands. Admettons. En tout cas, une chose est sûre, c'est que s'il s'engage vraiment dans la résistance, c'est pas avant le printemps 1943. Mais entre-temps, il est décoré de la Francisque. La réalité, c'est que pendant ce temps-là, il y a des résistants purs et durs qui, eux, se font charcuter depuis juin 1940 et qui sont soit des gaullistes, soit des syndicalistes, des communistes. Il y a aussi des socialistes, tous n'ont pas trahi. Mais il n'empêche que pendant ce temps-là, Mitterrand, lui, mène sa petite vie, notamment dans le cadre de Vichy.
Il préfère s'en cacher, c'est évident. Il faut bien être élu président de la République, c'est ce qui va se passer. Et pour être élu président de la République, il a compris une chose. Il se convertit il se convertit au socialisme. Il va devenir le dirigeant du Parti socialiste à la suite du congrès d'Épinay de juin 1971. Bon, et comment? En parlant comme un marxiste. Il a d'ailleurs une formule incroyable. Il explique, violente ou pacifique, la révolution c'est d'abord une rupture. Et il explique que celui qui n'accepte pas la rupture, etc., il ne peut pas être adhérent au Parti socialiste. Il commence à parler comme un marxiste. Pourquoi? Pas parce qu'il y croit, il s'en fout complètement, il veut le pouvoir. Mais il veut le pouvoir en étant allié aux communistes, au PCF. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, le Parti communiste, c'est un quart de l'électorat, et ce depuis la libération. Et un Parti communiste qui non seulement représente un quart de l'électorat, mais qui est fortement implanté. On parlait de municipalités tout à l'heure, et qui joue un rôle important dans des municipalités dans le nord de la France, dans la fameuse ceinture rouge également de la région parisienne, de l'est de la région parisienne. On retrouve ce Parti communiste implanté dans les bassins miniers, dans les grandes zones industrielles, et il a donc une influence considérable, économique, sociale, avec le Parti communiste œuvre pour l'application concrète des services publics à une échelle locale pour les populations. Et Mitterrand est conscient de ça. Alors pour arriver au pouvoir, son objectif c'était quoi? C'était de se débarrasser de De Gaulle un jour. Et pour arriver au pouvoir, il s'oppose à De Gaulle en se présentant comme le champion de la gauche. Bon, mais comme disait si bien Guy Mollet à son sujet, Mitterrand n'est pas socialiste, il a appris à le parler. d'accord. Et Dieu sait que Guy Mollet était loin d'être un modèle. Donc Guy Mollet qui était socialiste aussi et qui lui a travaillé au niveau de la colonisation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui va précipiter la France dans la guerre d'Algérie et qui va... Voilà, très clairement, c'est lui qui qui va favoriser, qui va permettre l'usage de la torture, qui va laisser s'opérer d'ailleurs les tribunaux d'exception, etc. Je veux dire, là, il n'y a pas de souci, quoi. Mais Mitterrand, pendant la guerre d'Algérie, il a aussi voté l'état d'urgence ou la loi martiale. Il a effectivement... alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant la guerre d'Algérie, effectivement, les pleins pouvoirs vont revenir en Algérie en faveur de l'armée progressivement, et il va permettre aux cours de justice militaire d'exercer la justice. Ce ne seront plus des cours de justice civile, mais militaire. La justice, alors, ce qu'on appelle la justice à l'époque, dans le cadre de la guerre d'Algérie, à l'encontre de ceux qui sont accusés d'être soit membres du FLN, soit de soutenir, bref, à l'encontre des indépendantistes algériens. On va passer maintenant à la dernière trahison des social-démocrates. Si c'est une trahison d'ailleurs, parce que la dernière, en fait, c'est pas tant que ça une trahison dans le fond, c'est leur fond presque quelque part. Alors, c'est là on parle de l'Europe néolibérale, mondialiste, nouvel ordre mondial. Oui. Pour toi, c'est lié à l'ADN même de la social-démocratie? Là, on en vient à un problème de vocabulaire. Les socialistes vont adhérer à l'idée d'Europe. Alors déjà, il faudrait définir ce qu'on entend par Europe. Mais en gros, ils vont accepter la construction européenne. Ces socialistes, depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Mais alors, cette construction, excuse-moi de t'interrompre, cette construction américaine, non, européenne. Finalement. Oui, voilà, lapsus. Derrière, ça serait-il pas la CIA qui a... Au-delà de la CIA, ce sont les intérêts capitalistes bien compris des États-Unis. Pourquoi? D'abord parce que peut-être que les auditeurs ne le savent pas trop, ceux qui nous écoutent, mais la construction européenne a commencé bien avant 1945. Il y a une construction européenne déjà au moins dans les années 1920. Et si jamais on en doute, je peux vous donner un seul exemple qui est très simple. La création en septembre 1926 de ce qui s'appelle l'EIA, l'Entente internationale de l'acier. C'est l'ancêtre de l'ACK qui a été refondée 25 ans après. Et la réalité, c'est que cette construction qui se veut, et là j'insiste sur le vocabulaire, supranationale, au-dessus de la souveraineté nationale et populaire, elle va être clairement encouragée par les socialistes qui ne savent pas faire la différence entre l'international et le supranational. Alors les socialistes, évidemment, ils sont en faveur de la construction européenne
capitaliste à la sauce atlantiste, c'est très clair. C'est pas que la CIA, ce sont les intérêts économiques bien compris des États-Unis. Bon, j'ajoute au passage que la construction européenne va s'effectuer en recyclant tout un tas de collabos, y compris d'ailleurs de nazis. Précisons quand même que Walter Hallstein, le premier président de la Commission européenne en 1958, a plus qu'un passé trouble par rapport à ça. Et puis il n'y a pas que lui, on pourra en parler d'autres. Donc une chose est sûre. Ça mériterait une petite vidéo devant la représentation de l'Union européenne à côté de l'Assemblée nationale. Et ce qui est sûr, c'est que les socialistes, idiots utiles, enfin les socialistes, les sociodémocrates, les sociolibéraux, on ne sait même plus comment les appeler. Sociotraites peut-être. Sociotraites, voilà, disons-le clairement. À un moment donné, ils ne se rendent pas compte de ce qu'est l'Europe en régime capitaliste. En régime capitaliste, les États-Unis d'Europe sont soit impossibles, soit réactionnaires. C'est ce que disait déjà Lénine en août 1915. Voilà. Et le problème, c'est que ça, les sociotraîtres ne le voient pas. Et donc, ils se lancent dans la construction européenne naïvement, en pensant, enfin, ou pas naïvement d'ailleurs, mais en tout cas en se disant, peut-être qu'en fait, on va pouvoir faire, à partir de cette construction européenne, une espèce d'international des peuples, machin. Ce qui est complètement débile. Aujourd'hui, il n'y croit même plus à ça. Mais François Mitterrand, en 1978, disait, l'Europe sera socialiste ou ne sera pas. Est-ce qu'il y croit? J'en sais rien. Mais une chose est sûre, il est lucide, puisque 5 ans plus tard, en 1983, quand il faut choisir au niveau de la politique économique, c'est ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur, il dira « je suis face à un dilemme, la construction européenne ou la justice sociale ». Il a choisi. Alors là, on parle de Mitterrand, on parle de Rocard, de Delors, de Mauroy, de Bérégovoy, de François Hollande aussi. François Hollande, de Jospin aussi. Oui, ce sont les derniers avatars, tout ça. Les derniers avatars des types qui ne comprennent toujours pas pourquoi ils prennent des claques, pourquoi ils sont éliminés lamentablement des premiers tours d'élection présidentielle, pourquoi ils font désormais des scores misérables. Tout ça, ils ne le comprennent pas. Ce sont quand même eux qui ont introduit la mondialisation néolibérale en France. Ce sont eux qui ont participé à la désindustrialisation de la France. Il n'y a pas que, mais il y a notamment eux. Ce sont eux qui ont fait passer le traité de Maastricht en 1992. Donc, alors comment t'expliques? C'est de la vraie trahison? Ça peut pas être des imbéciles. Les gars, ils ont fait l'ENA, ils ont... Ouais. Non, t'as l'air un peu sceptique. C'est vrai que l'ENA nous a mis quand même, ces brillants énarques, nous mettent quand même en situation de quasi-faillite, puisque la dette, elle est à plus de 105% du PIB. On a 9,3 millions de chômeurs, de chômeurs, de pauvres. Chiffre officiel, chiffre officiel, voilà. Dont un tiers d'enfants. Donc finalement, ces énarques sont pas aussi brillants que ça, puisqu'on juge un arbre à ses fruits. Donc là, ils sont, moi je crois, me semble-t-il qu'ils sont. On parlait tout à l'heure de vocabulaire religieux. Ce sont des gens possédés, profondément convaincus d'avoir raison, parce qu'on leur dit que ce sont les plus brillants, parce qu'ils font les plus grandes écoles, etc. Entre parenthèses, il faudrait voir ce qu'on dit dans ces écoles parfois, dans certains cours, mais passons. Mais en tout cas, ils en sont convaincus. Et je vais prendre un seul exemple récent pour que les internautes en aient conscience. Le 3 octobre dernier, Emmanuel Macron était à Rodez. Il parlait de la question des retraites. Bon, avec des personnes dans l'assistance. Et puis à un moment donné, il commence à vouloir parler du niveau de retraite des enseignants. Et il dit, de toute façon, les retraites d'un enseignant, c'est facile. En moyenne, un enseignant, ça gagne 1 200 € à peu près de retraite. Alors là, grand murmure dans la salle. Jean-Paul Delevoye, qui est à côté, lui passe un mot en lui disant, non, c'est pas ça. À l'heure actuelle, et ce sont des chiffres du ministère qui le dit clairement, la retraite moyenne d'un enseignant est de 2 380 €. On voit la différence, c'est du simple au double. Mais c'est pas grave, Macron convaincu d'avoir la raison, d'être le meilleur, puisqu'on n'arrête pas de lui répéter, c'est le meilleur d'entre tous. On disait déjà ça, c'est Jacques Chirac qui disait à propos d'Alain Juppé que c'est le meilleur d'entre nous, on l'a vu d'ailleurs. Eh bien, le fait est que ils sont possédés, convaincus d'avoir raison. Donc dès lors, tous ceux qui vont à l'encontre de ce qu'ils racontent sont perçus comme, alors soit des gens complotistes, soit des gens, et je ne dis pas que ça ne peut pas exister, je dis simplement que, quelle que soit l'opposition qu'on oppose, qu'on apporte, on est complotiste, on est populiste, on est je ne sais quoi, enfin bon bref, on n'est pas doué de raison comme ces gens-là.
eux ont accès à une lumière apparemment qui n'arrive pas jusqu'à nous. Tu as dit quelque chose d'important. J'ai fait une école, Sciences Po, qui est persuadée d'apporter les lumières, un peu comme Jules Ferry à la fin du 19e siècle au Beau Sauvage, à l'ensemble d'un peuple qui finalement... Bon. Ça, c'est très franc-maçon aussi. Ils possèdent la lumière, eux savent, c'est des initiés. Nous, on est des cons, on est juste bons à payer. Et puis eux, enfin voilà. En tout cas, sans évoquer cette question franc-maçon, ce qui est sûr, c'est que ça fait partie de leur schéma mental. Ils sont persuadés d'avoir raison, d'avoir les connaissances nécessaires, la lumière suffisante pour la diffuser au peuple, mais sans se rendre compte, concrètement, de ce que c'est que les conditions de vie des gens. Qu'on se souvienne, moi je sais pas, d'un Jean-François Copé qui connaissait pas le prix d'un pain au chocolat, par exemple. Donc toi, tu aurais envie, non pas d'ouvrir des goulags, mais d'ouvrir des vies ma vie pour tous ces sociotraîtres, alors tous ces néolibéraux, mondialistes, etc., des vies ma vie de personnes au RSA ou de retraités au minimum vieillesse, juste pour leur faire un petit peu rentrer certaines réalités du terrain dans l'esprit. À la base, je considère qu'on n'a pas besoin d'être au chômage pour comprendre ce qu'est la vie d'un chômeur. Je considère qu'on n'a pas besoin d'être boulanger pour comprendre ce que c'est le quotidien d'un boulanger. A priori. Après, tu as la théorie, tu as l'expérience. Quand tu te lèves le matin, t'es poisseux, t'es crevé, tu vois. Mais bien sûr, mais on est bien d'accord. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a certaines personnes qui peuvent avoir fait toute leur vie entre la rue Saint-Germain et l'Assemblée nationale, ne comprennent pas ce que c'est, ne savent pas ce que c'est concrètement. Moi, j'ai été stupéfait de voir des documentaires il y a très longtemps, des reportages sur une chaîne comme LCP, où on voyait en effet des députés, je ne sais plus si c'était des députés ou des hommes politiques, qui tout à coup acceptaient d'être à la caisse, d'être caissier. D'ailleurs, entre parenthèses, on doit dire hôte de caisse pour dire que c'est génial comme travail, mais passons. Eh bien, pour qu'ils comprennent ce que c'est. C'est terrible d'en arriver là de la part de personnes qui sont censées être nos dirigeants, nos élites politiques, économiques, et qui sont obligés d'aller se substituer comme ça sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, c'est-à-dire aller faire vos courses, regardez ce qui se passe, comprenez c'est quoi le quotidien. C'est ce qu'on appelle l'empathie, c'est ce qu'on appelle, je dirais tout simplement, la vertu. Et ça, c'est Rousseau et Robespierre. On va passer à la dernière partie, conclusion, questions-réponses. Au niveau de la conclusion, nous, en tant que Gilets jaunes, on veut bâtir une société plus juste, plus égalitaire, basée sur l'homme, centrée sur l'homme, l'homme et la femme, hein, voilà. Et non pas centrée sur l'argent, non pas centrée sur le profit, non pas centrée sur l'égoïsme, donc non pas centré sur le modèle libéral. Est-ce que tu penses que les Gilets jaunes ont une légitimité historique? Ah oui, mais d'ailleurs je le disais, je suis convaincu qu'on en parlera dans l'histoire parce que, alors comment, on verra bien, mais d'abord parce que c'est un mouvement, quoi qu'on en dise, qui dure avec d'autres formes, mais auquel on ne cesse de faire encore référence. J'ai encore entendu ce matin la référence aux Gilets jaunes, jamais de manière positive, mais ce n'est pas le problème, c'est le simple fait d'en parler. Eh bien, moi je crois qu'il y a une vraie légitimité parce que c'est le soulèvement de travailleurs de différentes conditions sociales, plutôt difficiles, hein, disons-le clairement, parfois moyennes aussi, il y a des classes moyennes qui se sont soulevées, en tout cas des personnes qui ont demandé quoi? La dignité, l'égalité, la justice. Alors, l'égalité. L'égalité L'équité. en termes de souveraineté. Alors, quand je dis l'égalité, je parle notamment dans la définition que j'ai donnée, c'est-à-dire la capacité à participer au processus de décision. C'est l'égalité devant le pouvoir et le respect de l'égalité devant la loi, parce que ça aussi on pourra en parler. L'égalité devant la loi. Il y aurait beaucoup à dire, car la justice de classe, ça existe. Ça a toujours existé et ça fonctionne comme ça, parce que l'idée de croire qu'une justice est totalement indépendante des intérêts de classe et politiques... Surtout quand ils sont nommés, c'est à huis clos, etc. Enfin bref. Mais évidemment. Donc, moi je crois vraiment que les Gilets jaunes ont remis au goût du jour ce que l'on pensait qui n'existait, enfin ce que l'on voulait faire croire qui n'existait plus, c'est-à-dire la lutte des classes, la lutte pour la dignité humaine,
pour cette justice sociale. Pour le bien commun. Pour le bien commun, pour la vertu. Pour le bonheur, tout simplement. Pour une vie digne et décente. Le point de clé, est-ce que pour toi, ça va être la Constitution, l'écriture d'une nouvelle Constitution, donc changement de régime. À chaque régime, sa Constitution. Ça sera que le 18e. On va y arriver. Depuis la Révolution de 1789. Est-ce que pour toi, ça passe par le peuple le peuple éclairé et instruit, c'est-à-dire pas le peuple hypnotisé par Hanouna ou BFM qui est de la propagande avec des flux d'infos qui passent en temps réel, qui te lavent d'un point de vue physique le cerveau, c'est-à-dire que ça t'hypnotise, etc. Mais le peuple instruit et réveillé qui va écrire pour le bien commun sa propre constitution et ne pas laisser aux hommes de pouvoir le soin d'écrire les règles du pouvoir. Alors en tout cas, évidemment, je veux dire que le peuple, conscientiser d'abord, c'est important. Alors éduquer, l'éducation c'est un terme, mais je dirais instruit, voilà. C'est le terme instruit. L'éducation, il y a des valeurs et normalement voilà. ça reste dans la famille, les valeurs. Mais l'instruction, un peuple instruit, un peuple éclairé qui s'intéresse aux affaires de la cité, parce que qu'est-ce qu'un citoyen ? Mais un citoyen, c'est tout simplement quelqu'un qui décide tous les jours de participer, alors tous les jours, on ne veut pas dire parfaitement régulièrement, mais qui décide de s'intéresser, de s'impliquer dans les affaires de sa cité. Quand on ne fait pas ça, on est un consommateur, on est passif. Un citoyen, c'est quelqu'un qui est responsable, qui est profondément responsable, qui prend des décisions, parce que c'est aussi le principe de la responsabilité, et qui donc est prêt à les assumer derrière. Qui est prêt à les assumer. Principe d'être un adulte, voilà. Voilà, exactement. Donc, à partir de là, oui, que les citoyens soient appelés à rédiger cette nouvelle constitution, ça me semble important qu'ils prennent part. Nous, d'ailleurs, nous sommes favorables à un changement de constitution. Il n'est pas question de rester dans cette 5e République, dans cette constitution de la 5e République, et que les travailleurs, les citoyens participent à ce processus, ça me paraît inévitable et souhaitable. Alors, attention, parce que là, tu sais, on est taquin, la France insoumise, eux, ce qu'ils veulent, c'est une 6e République, et cette constituante, cette assemblée qui va travailler sur la nouvelle constitution, ils la voudraient pas tirer au sort, mais ils la voudraient à 80 ou 90% faite de politiciens, de gamelleurs professionnels, et si possible, leurs petits copains. Hein. Donc, rester dans le système. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça au niveau de votre parti politique ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous voyez les choses ? Par rapport à ça, nous avons pris, moi je le dis clairement, quelle a été la position du PRCF par rapport, parce que ça renvoie à la question de notre prise de position en 2017. Il y avait un choix à faire. Nous avons décidé d'appuyer, de soutenir de manière critique, je le précise, c'est important cet aspect-là, la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Pas parce que nous adhérions parfaitement à tout ce qu'il y avait dans le programme L'Avenir en commun, d'abord parce qu'on n'y a même pas contribué, donc on a notre propre programme, on a nos propres orientations. Mais parce que nous considérions qu'à ce moment-là, c'était, à défaut de la meilleure, du moins la moins pire des solutions par rapport à tout ce qui allait arriver. Et on voit bien d'ailleurs la conséquence aujourd'hui. Donc nous, en ce qui concerne nos visées constitutionnelles, elles ne sont pas les mêmes que celles qui sont préconisées par Jean-Luc Mélenchon. Qu'il faille un changement de régime, oui, et d'ailleurs la preuve, on vient d'en parler, mais on n'est pas dans la logique d'appliquer le programme L'Avenir en commun, parce que d'abord, ce n'est pas notre programme. Nous avons notre propre programme. Pour être tout à fait franc, nous sommes en train de le réactualiser en ce moment. Nous avons des bases sur lesquelles nous réfléchissons notamment par rapport à cette question-là, mais très clairement, on n'est pas là pour servir la soupe à des intérêts. On sait nouer des alliances quand il le faut, mais tout en conservant notre autonomie et notre marge de manœuvre. Mais j'aimerais insister sur un point, pour finir là-dessus. Puisqu'on parle de constitution, de cette nécessité de contrôler les élus, de cette nécessité pour le peuple, finalement, pour la souveraineté nationale et populaire de vraiment exister. Il y a une constitution dont on parle que très rarement, qui a été probablement la plus démocratique de France. C'est la constitution du 24 juin 1793. En pleine Révolution française, ce sont d'ailleurs les Jacobins qui la mettent en place, et en l'occurrence le parti montagnard avec entre autres Robespierre. Et dans cette constitution, on retrouve un article
intéressant dans le préambule, en ce qui concerne en fait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est l'article 35. Et je tiens à le lire parce que je pense que pour les différents auditeurs, ça peut les amener à comprendre la philosophie profonde de ce qu'était la pensée de Robespierre. Article 35 donc, de cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen incorporée dans la Constitution du 24 juin 1793. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Eh bien oui, moi c'est aussi mon état d'esprit, car c'est là qu'existe véritablement le pouvoir populaire lorsqu'il y a eu la trahison, la sociale trahison, disons généralement la trahison des élites. Trahison des élites. Et il y avait Claude qui nous demandait sur Internet, que penses-tu de Martinez ? Ah bah c'est très simple, Philippe Martinez, la première fois que je l'ai entendu à la télévision, j'étais stupéfait parce qu'il s'est retrouvé face à Emmanuel Macron qui était alors ministre de l'économie, où on voyait Emmanuel Macron critiquer le modèle allemand, à juste titre mais pas pour les raisons qu'on imagine évidemment, et Philippe Martinez presque le défendre. Bon, donc c'était le monde à l'envers. Philippe Martinez, c'est simple, c'est le syndicalisme de collaboration. Donc ce n'est pas un syndicalisme de classe et de masse. Et je reviens à un point important. Il y a eu un congrès organisé par la CGT il n'y a pas longtemps, c'était le 52e congrès de la CGT. Un amendement non négligeable a été adopté contre la volonté de Philippe Martinez, qui était en minorité. Et que disait cet amendement ? Que désormais la CGT allait récupérer un statut d'observateur au sein de la Fédération syndicale mondiale, la FSM. La FSM qui milite pour un syndicalisme de classe et de masse. Voilà. Donc Philippe Martinez, voilà. Et d'ailleurs on l'a bien vu lorsqu'il y a eu le problème des cheminots, la destruction de la SNCF. Un coup on négocie, un coup on dit qu'on est contre, un coup on négocie. Bref, on ne sait pas sur quoi on se positionne, tout simplement parce que la CGT est membre de la Confédération européenne syndicats depuis 1973. Elle reçoit des subventions notamment de la part de l'Union européenne. Philippe Martinez, c'est le petit syndicalisme qui négocie. Alors, pas encore jaune au point d'être comme Laurent Berger de la CFDT, mais enfin, c'est pas vraiment un syndicalisme de combat de classe et de masse. Donc au mieux, c'est de l'incompétence. Au pire, on est sur la traîtrise pure et simple. Disons que là encore, on en revient aussi à un problème. On parlait de religion. L'européisme est une religion. L'européisme est une religion, y compris pour des syndicalistes, y compris pour les sociaux-libéraux, on n'en parle même pas, mais c'est vécu comme une religion. Et d'ailleurs à tel point que lorsqu'on évoque cette question de sortie de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, comme on le fait au PRCF, et d'ailleurs c'est en même temps concomitant pour sortir du capitalisme, on passe comme étant des gens, des uluberlus, des rouges-bruns, des je ne sais quoi, alors qu'en fait, le problème c'est que la construction européenne, c'est fondamentalement ce que disait Lénine, impossible aux réactionnaires en régime capitaliste. Donc pour toi, la solution, ça serait une souveraineté populaire via une nouvelle constitution, un processus constituant populaire à partir de la population conscientisée. En tout cas, il est clair que les citoyens, j'insiste sur ce mot, le mot citoyen apparaît vraiment avec la Révolution française. Ça remplace quel mot ? Le mot sujet. Donc ça veut dire que les citoyens doivent s'occuper des affaires de la cité. Et parmi les affaires de la cité, il y a la Constitution. C'est incontestable. Pour l'instant, le système, l'État profond, ces vallées-serviles, pousse plutôt à être consommateur. Justement, pourquoi ? Parce que, à mon sens, les intérêts dominants n'ont jamais voulu céder la moindre part de leur pouvoir politique, économique, social, et ça c'est d'un point de vue historique. Ils sont prêts à revenir sur tout, y compris à détruire les acquis de la Révolution française. Et ce n'est pas un délire que je dis, c'est une réalité, et c'est déjà arrivé en 1940. Alors pourquoi pas de nouveau ? Ils en sont capables, et ils s'en fichent littéralement de ce que pensent ce qu'on appelait, de ce que pensent les classes populaires, etc. Ils en ont rien à faire, c'est pas leur problème. Juste une dernière question. Oui. Qu'en est-il de la dictature du prolétariat ? Qu'est-ce que c'est que ce concept-là ? Alors c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est souvent ce sur quoi on nous interroge en disant finalement vous êtes des dictateurs. Bon,
le principe, le concept de dictature du prolétariat, il est pensé de la manière suivante. D'abord, le terme de dictature fait référence non pas à un régime de dictature militaire, junte militaire d'Amérique latine ou que sais-je encore, mais à la dictature dans le style romain antique. Un régime d'exception. Un régime d'exception, ce qu'ont fait les Jacobins d'ailleurs en 1793, alors que le pays est en pleine guerre civile, en pleine guerre tout court. Quelles sont les mesures de la dictature du prolétariat? Ce sont les mesures d'exception qui permettent de passer au communisme, c'est-à-dire l'abolition de la propriété privée, y compris s'il le faut, en s'attaquant à quoi? Et Lénine le dit très clairement, à la presse bourgeoise, en s'attaquant... Juste, excuse-moi, abolition de la propriété privée, des moyens de production, Et parce que sinon ta voiture elle passe à l'État. Non, bien sûr que non. Et ton pavillon, j'ai un droit. Non, la voiture, j'ai un droit de possession. D'abord, c'est un bien meuble. Je précise. Ici, nous avons un bien meuble. Ça, c'est quand même important. Le téléphone est à toi. À qui serait-il d'autre? Je veux dire, oui, mais ton pavillon, ça fait 30 ans que tu payes, et tu le saignes pour payer le crédit. Et puis l'État, il va dire, bah non, c'est à moi maintenant. C'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, ça ne se passe pas comme ça pour une bonne raison. C'est que dans une société communiste, dans le stade de transition, l'État dépérit. Pourquoi il dépérit l'État? Et c'est exactement le concept que développe Marx. C'est parce que dans le fond, l'État, c'est avant tout le monopole de la violence légitime qui est au service des intérêts de la classe capitaliste. Donc cet État, il est amené à dépérir dans la mesure où la propriété des privés des moyens de production disparaît. En ce sens, l'État n'a plus cette fonction de matraquer, taper, toujours d'ailleurs sur les mêmes, entre parenthèses. Donc, il existe une propriété privée des moyens de production qui doit être détruite, abolie. Sur la question foncière, un débat qui peut se poser, c'est davantage sur, et je ne dis pas que j'ai absolument tous les éléments, il ne s'agit pas de dire que j'ai la solution à tous les problèmes, mais ça peut être la distinction entre le droit de propriété et le droit de possession. On ne va pas empêcher quelqu'un de posséder son appartement et d'y vivre. Moi, j'ai jamais dit mon appartement, là où je vis, que je possède, de droit de possession, que tout le monde vienne, et puis voilà, on y va joyeusement. En revanche, la question de la propriété est autre. C'est qu'effectivement, si on est propriétaire et qu'à partir de là, on décide et que cela va à l'encontre de la volonté générale, il est là le vrai problème. On retrouve le conflit dont on parlait tout à l'heure. Alors, surtout, ce qui nous intéresse, et maintenant qu'on a Internet, on est au courant... Au niveau planétaire, on peut penser aux 300 familles de France. Oui. On peut penser à ces multimilliardaires au niveau planétaire qui possèdent la moitié ou 40% de la richesse mondiale. On ne sait même plus. Bref. Même plus, ouais. Là, on arrive, on ne parle pas de la voiture, on ne parle pas du food truck, on ne parle pas du champ du paysan qui fait de la permaculture avec ses chefs dessus. On ne parle pas de ça. On parle, nous, ce qui nous intéresse, là où il y a le gros pognon, c'est au niveau du droit restrictif à la propriété pour les conglomérats, les trusts, les paradis fiscaux et toutes ces magouilleries qui permettent des patrimoines de centaines de millions d'euros. Alors, est-ce que là, il est envisageable un droit restrictif à la propriété pour ces énormes fortunes, puisque même si le gars adore les Rolls, les pin-up et les yachts, il est limité. Et un linceul n'a pas de poche, c'est-à-dire que quand le gars il va mourir, il va pas emporter son pognon dans le trou. Donc voilà, nous on est des, on est des gars de la base, quoi. Mais évidemment, tu comprends bien qu'on travaille comme des chiens pour essayer d'avoir un minimum de survie et de propreté. Sur un modèle où on dit, en plus on va tous faire... on se fait suffisamment racketter. On est tout à fait au courant que le gros pognon existe et que là, ça serait intéressant que l'État-nation, l'échelon national, là on peut avoir une police, là on peut avoir des lois, des frais, des droits de douane, etc., une vraie régulation pour protéger la population, puisse à un moment contrôler des fortunes qui deviendraient exponentielles et qui se feraient au détriment, parce que leur accumulation se ferait de façon organique, prédatrice et automatique. Le monsieur Leclerc, avec tous ses supermarchés, oui, il a apporté à un moment une richesse dans le pays, bien sûr, parce que c'est un système de fonctionnement, etc. Mais
comme il n'y a pas de contrepartie, comme il n'y a plus de cadre légal pour contrôler tout ça pour le bien commun, il devient complètement prédateur au niveau, on parle du Carrefour, Auchan, c'est pareil, ils deviennent complètement prédateurs pour les petits commerçants, mais aussi et surtout pour les petits producteurs, puisqu'ils sont en situation monopolistique, et ils imposent leurs conditions même aux petits producteurs. Donc, là, le combat, il est là. Enfin, en tout cas, nous, on le voit comme ça. Tu as dit un mot important. Qu'est-ce que le capitalisme poussé dans la logique même? C'est la monopolisation privée. Voilà, c'est ça le problème. Et j'insiste sur un point. Le gars qui a une boulangerie, bon, c'est sa boulangerie, c'est son travail. Moi, je distingue les taxes et les impôts sur le capital de celles sur le travail, de ce qui touche le travail. Donc, spéculation. Alors, on fait une différence entre capitalisme entrepreneurial à limiter quand il devient hégémonique, trust, etc., conglomérat, où il n'y a plus finalement de contrepartie, de contre-pouvoir. Et donc, capitalisme entrepreneurial à limiter à partir d'une certaine taille et capitalisme financier. Là, c'est le Glass-Steagall Act, c'est-à-dire que il faut séparer les banques d'affaires et les banques de dépôt. La spéculation, est-ce que l'ennemi est la spéculation? C'est un ennemi. Mais j'aimerais revenir sur un point sur le capitalisme, parce que le capitalisme ne peut pas être seulement perçu comme uniquement une question de taille ou d'argent, même si c'est le cas. J'insiste sur le problème de la prise de décision. Voilà. C'est-à-dire que qui prend la décision à un moment donné? Qu'il y ait un artisan qui monte son affaire avec son argent à lui, c'est normal. Hein, son travail, sa sœur, le mec se sacrifie pendant 10 ans, il bousille sa vie, il met tout sur la table, il fait un all-in. Et tu sais, je ne dis pas si dans ta famille il y a des gens qui ont monté leur boîte, tu vois l'investissement. Hein. Je ne dis pas le contraire. En revanche, si sa boîte a pu prospérer et monter, c'est parce qu'il a employé, comme on dit, des travailleurs. Il a employé des travailleurs, mais il bénéficie aussi des ressources de la communauté. C'est-à-dire qu'il y a un parking, il y a des routes, il y a de la lumière sur la route, c'est pas un coupe-gorge. Mais on n'a pas dit le contraire. Les ordures sont évacuées. Donc il fait partie aussi d'un système. Et c'est pour ça que on n'est pas contre l'impôt, mais contre l'impôt juste et transparent. Sur la question de l'imposition, il est très clair. Aujourd'hui, et c'est pas qu'aujourd'hui, depuis toujours, l'impôt, finalement, a taxé qui essentiellement? Le travail, pas le capital. L'impôt sur le capital, il est extrêmement faible. Il est même ridiculement faible. Mais tu penses à Starbucks? Tu penses à Apple? Mais la question ne peut même pas se poser, j'ai envie de dire, c'est évident. Mais de toute façon, revenons à l'actualité. Qu'est-ce que c'est aussi que ce soulèvement tellement bienvenu de ce que nous sommes, nous les Gilets jaunes? C'est contre la TVA qui frappe méchamment le travail, c'est contre ces taxes qui touchent l'essence et qui c'est un racket fiscal. C'est un racket fiscal qui va faire que quelqu'un qui va travailler avec sa voiture parce qu'il n'a pas le choix va se faire racketter par les taxes sur l'essence et doublement racketter parce que quand même, n'oublions pas que le passage de la limitation de vitesse de 90 à 80 km/h qui peut se défendre éventuellement pour des raisons de sécurité et tout, moi je veux bien, mais la réalité c'est qu'il y a des gens pour qui c'est problématique, parce que on peut se faire flasher, on se prend 135 € d'amende, on voit le prix de l'essence qui augmente, on a le sentiment d'être toujours, et c'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité, d'être frappé dans ce qui constitue les outils de travail. Et c'est ça le vrai problème. Alors que ce qui est essentiel, c'est-à-dire la propriété privée des moyens de production, le capital, tout ce qui est justement les grands moyens de production, eux, ils s'en sortent bien, ils y échappent. Et j'ajoute une chose, puisque tu parlais de ça. Mais Lénine, même Mao d'ailleurs en Chine au début, l'alliance des 4 classes comme il l'appelait, Lénine n'a pas confisqué de la petite propriété des paysans, je le répète et je l'ai dit tout à l'heure, les terres des paysans avec son décret sur les terres, il leur a laissé. De même que Thorez a su comprendre ce qu'était un artisan, un commerçant, il le savait parfaitement, distinguer le travail et ce capital dans une logique capitaliste pure. Oui, et je répète, les 3 mots-clés pour un communiste, finalement, me semble-t-il. Un communiste sincère, honnête et vertueux. Il y a le mot vertu, égalité, travail. C'est la base.
Sur ces belles paroles, citoyens, merci de tout ce temps passé à nous donner de l'instruction, à transmettre de l'instruction. D'essayer à ma modeste mesure, sans, je tiens à le dire, sans prétendre tout connaître, c'est pas vrai. Il y a aussi des interprétations. J'aurai peut-être des personnes et c'est logique, qui s'opposeront à mes interprétations, qui me critiqueront tant que ça se fait de manière constructive et courtoise, il n'y a pas de problème. Moi, c'est tout à fait logique. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de se voir parce que, je répète, je suis convaincu que les Gilets jaunes constituent vraiment un moment qui marque et qui aura marqué l'histoire lorsqu'on regardera rétrospectivement. Merci encore. Force et honneur. Force et honneur, toujours. N'oublions pas, le pouvoir visible, c'est les politiques. Le pouvoir réel, c'est les banques. Et j'ajouterai tous ensemble et en même temps, nous vaincrons. Voilà les amis, vous êtes la résistance et vous regardiez l'interview de Monsieur Kassem, le citoyen Kassem, numéro 2 du PRCF.